Aujourd'hui, je sais que certaines portes, une fois ouvertes, laissent entrer des choses qui ne partent pas facilement. Quand j'étais au collège, je rentrais chez moi après avoir passé la soirée chez un ami. Pour gagner du temps, j'ai décidé de prendre un raccourci qui traversait un terrain vague. Ce n'était rien d'impressionnant, juste un grand champ plat avec quelques buissons éparpillés. Le problème, c'est qu'il faisait complètement noir et qu'il n'y avait aucune maison autour. Je marchais tranquillement quand, arrivé à peu près à mi-chemin, j'ai entendu des rires. Des rires d'enfants, comme des gloussements étouffés. Sur le moment, j'ai pensé que c'était mon ami qui essayait de me faire peur. Je me suis arrêté et j'ai crié que je ne tomberais pas dans le panneau et qu'il pouvait arrêter. Immédiatement, les rires se sont tus. Rassuré, j'ai repris ma route. Après quelques pas, les rires ont recommencé. Cette fois, ce n'était plus une ou deux voix. On aurait dit tout un groupe d'enfants en train de rire ensemble. Le son semblait venir de partout à la fois, sans direction précise. Mon estomac s'est noué et la peur a pris le dessus. Je me suis mis à courir aussi vite que je pouvais, traversant le champ à l'aveugle, les rires me poursuivant comme s'ils se rapprochaient. J'ai fini par atteindre un lampadaire à l'autre bout du terrain. La lumière m'a enveloppé d'un coup et les rires ont cessé. Alors que je reprenais mon souffle, j'ai regardé en direction du champ. À la limite de la lumière, j'ai aperçu ce qui ressemblait à un petit enfant debout, immobile, juste à l'endroit où l'obscurité commençait. Il ne bougeait pas, ne disait rien. Il se contentait d'être là. La panique m'a saisi. Sans réfléchir, j'ai détalé, persuadé que quelque chose de mauvais allait m'arriver si je restais une seconde de plus. J'ai couru jusqu'à chez moi, le cœur battant à tout rompre, en m'attendant presque à être attrapé à chaque instant. Une fois à la maison, j'ai raconté l'histoire à mon père. Il m'a dit que j'avais dû imaginer tout ça, que la peur et le noir pouvaient jouer des tours à l'esprit. J'ai essayé de le croire et je suis allé me coucher, même si j'ai eu du mal à trouver le sommeil. Le lendemain, à l'école, un vieil homme du coin est venu nous rendre visite. C'était quelqu'un qui avait vécu dans la ville toute sa vie. Pendant qu'il racontait des histoires du passé, il a mentionné qu'il y avait autrefois une école exactement à l'endroit où se trouvait le terrain vague. 50 ans plus tôt, un incendie avait ravagé le bâtiment. Une enseignante et plusieurs enfants étaient morts dans le feu. En entendant ça, j'ai senti un frisson me parcourir. Les rires, le chant, l'enfant immobile au bord de la lumière, tout prenait soudain un sens que je n'avais pas envie d'accepter. Je n'ai jamais su ce que j'avais réellement entendu ni ce que j'avais vu cette nuit-là. Mais une chose est certaine. Plus jamais je ne suis passé par ce champ, ni de jour ni de nuit. Pour moi, cet endroit est resté marqué par quelque chose qui refusait d'être oublié. J'ai toujours eu un énorme intérêt pour le paranormal, les fantômes, tout ça. Quand j'étais au collège, en 5e ou 4e, j'ai réussi à convaincre mes parents que, pour les vacances d'été, on devrait aller dans un hôtel hanté. On est donc allé au Manger Hôtel à San Antonio. Lors de notre première visite, j'ai filmé une balade dans l'hôtel avec mon père et mon meilleur ami. Je n'ai rien capté de spécial, sauf un énorme bruit sourd au moment où on tournait au coin d'un couloir, le gémissement d'une fille, et quelqu'un qui a dit « Descends ». Depuis, je n'arrive plus à retrouver la vidéo, mais pendant qu'on marchait, c'était le silence total, comme on s'y attend dans les couloirs d'un hôtel. Plus tard dans la nuit, mon meilleur ami et moi, on a couru dans les couloirs en faisant des allers-retours, et on entendait des gens courir au-dessus de nous, au 3e étage. Excité, on a foncé à l'étage pour voir qui c'était. On l'a fait 2 fois, et il n'y avait absolument personne au-dessus de nous. La 2e fois, un agent de sécurité est passé. On avait rencontré une femme vraiment sympa qui prenait des photos, et elle nous a couverts. Cette femme et moi avons ensuite eu une conversation vraiment intéressante. Elle m'a dit qu'elle et sa fille étaient médiums, et que chaque nuit, au pied du lit où elle dormait avec son mari, il y avait un petit garçon debout. Elle était adorable. Je lui ai raconté ce qu'on avait vécu, et je ne l'ai plus jamais revu pendant le reste du voyage.
Puis on est rentré à la maison. En entrant dans ma chambre, j'ai vu qu'un cadre accroché au mur était tombé et s'était brisé. Le lendemain matin, je me suis réveillé, et pas tout seul. J'ai senti une main au pied de mon lit. Pas violemment, mais assez fort pour me réveiller et pour que je sache que je l'avais réellement senti sur mes pieds. Tous les matins à 10h pile. Je me souviens qu'une fois, je me suis réveillé juste avant 10h et j'ai demandé que ça ne me réveille pas, et ça ne l'a plus fait. Je me suis dit que j'étais peut-être en train de devenir un peu fou, mais un soir mon chien dormait avec moi sur le lit, et le lendemain matin il s'est réveillé en sursaut en même temps que moi. Ce n'était jamais vraiment effrayant, parce que c'était à peu près la seule chose, paranormale, que je dirais m'avoir suivi jusqu'à la maison. Et ça a disparu après que je m'en suis plaint à mon ami au téléphone. Ancien fort de la guerre de Sécession reconverti en attraction touristique. Je travaillais là pendant le festival d'Halloween comme figurant bénévole non payé, chargé de faire peur aux visiteurs. J'étais déguisé en pirate ou quelque chose dans ce genre. Le fort se trouvait très au nord, donc en octobre il faisait un froid terrible. Ils avaient installé de grands distributeurs de chocolat chaud pour nous tous. Celui de notre zone est tombé à court, alors je me suis porté volontaire pour aller chercher notre responsable afin d'obtenir un remplissage. Je me suis aventuré dans les parties du fort fermées au public pour la soirée, des zones plongées dans l'obscurité. La seule lumière provenait des anciennes meurtrières dans les murs pendant que je m'engageais dans ce qu'on appelait Toustepali. C'était un couloir très long, ainsi nommé parce que tous les 15 à 20 mètres il y avait 2 petites marches à monter, le sol ayant été construit en légère pente. Le couloir faisait au moins 30 mètres, probablement plus. Il n'y avait que 2 entrées, une à chaque extrémité. Aucun renfoncement, aucune porte, aucune ouverture assez grande pour s'y glisser. Juste un passage droit et vide. J'arrive presque au bout du couloir quand, au détour de l'angle devant moi, apparaît un homme vêtu d'un uniforme de soldat de la guerre de Sécession absolument remarquable. Le costume était d'une qualité incroyable. Je me souviens avoir été impressionné et lui avoir fait un signe de tête en passant à côté de lui. Il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai tourné le coin, puis je me suis arrêté en me disant qu'il savait peut-être où se trouvait le responsable. Je me suis retourné et j'ai passé la tête autour du coin en commençant à dire « Eh, est-ce que tu sais ?» Il n'y avait plus personne. Disparu. Complètement. Le couloir était bien trop long pour qu'il ait pu atteindre l'autre extrémité sans courir, et j'aurais forcément entendu des pas car tout résonnait fortement. J'ai avancé dans le couloir, vérifié chaque mètre, même en sachant qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Rien. En repartant, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Le chocolat chaud que je tenais encore fumait moins, comme s'il s'était refroidi d'un coup. J'ai eu l'impression d'entendre des voix étouffées derrière les murs, pas des paroles claires, plutôt des murmures irréguliers. Je me suis dépêché de rejoindre les zones éclairées. Quand j'ai raconté l'histoire à d'autres bénévoles, certains ont échangé des regards étranges. Plus tard, un employé plus âgé m'a expliqué que même si le fort n'avait jamais connu de bataille, il avait servi de lieu de cantonnement pendant des hivers très durs. Beaucoup de soldats y étaient morts du froid. Il y avait aussi eu une épidémie de grippe et des cas graves de diphtérie. Il m'a ajouté, presque comme un avertissement, que Toustepali revenait souvent dans les histoires internes du fort. Des silhouettes vues brièvement, toujours en uniforme, toujours silencieuses, et jamais retrouvées quelques secondes plus tard. Je n'ai plus jamais accepté d'aller seul dans cette partie du fort après ça. Avant de commencer, il faut savoir que je vivais à l'époque dans une zone avec très peu d'habitants, dans une région rurale d'Australie. Il y a de nombreuses années, je devais aller chercher quelque chose dans la voiture. Il faisait complètement noir dehors et il n'y avait aucun vent, donc je pouvais entendre le moindre bruit. Je me sentais mal à l'aise sans raison apparente, comme si quelque chose de mauvais allait arriver. Je prends ce dont j'ai besoin et je me dirige vers la maison, mais avant d'atteindre la porte, j'entends une cloche qui sonne. Je me retourne pour essayer de comprendre d'où vient le bruit et je remarque une lumière rouge qui descend la route à toute vitesse. Ça m'a terrifié, c'était totalement inattendu.
Je commence à me dépêcher vers la porte, mais ma curiosité prend le dessus et j'essaie de voir ce que c'est réellement. Finalement, la lumière rouge commence à partir dans la direction opposée et le son de la cloche devient plus faible. Mon portail était fermé, donc je savais que quoi que ce soit, ça ne pouvait pas m'atteindre. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais sur le point d'entrer quand la sonnerie devient soudain beaucoup plus forte. Je me retourne et, sans surprise, la chose se dirige vers moi à une vitesse extrême. Je me précipite à l'intérieur et je regarde par la fenêtre la plus proche. Je vois la lumière rouge à environ 10 mètres de la fenêtre. Je ne sais pas ce que c'était. J'ai réfléchi pendant des heures à toutes les possibilités, mais compte tenu de la région où je vivais, je n'arrivais pas à comprendre ce que cela pouvait être. Quoi que ce soit, c'était sur ma propriété tout le temps pendant que je prenais quelque chose dans la voiture. Si j'avais été ne serait-ce que quelques secondes plus lent, ça m'aurait atteint, et qui sait où je serais aujourd'hui si cela avait été le cas. Je me suis réveillé le lendemain confus et j'ai un peu oublié l'événement, mais la nuit suivante je me sentais paranoïaque et j'ai regardé dehors pendant environ 45 minutes. Et bien sûr, j'ai revu cette lumière rouge. Cette fois-ci, elle se trouvait dans une autre rue sur le côté, heureusement pas sur ma propriété. Je savais qu'appeler la police ne servirait à rien puisqu'il n'y avait rien qu'ils puissent faire, alors j'ai simplement attendu en espérant apercevoir ce que c'était. J'ai attendu encore 5 minutes, en l'observant depuis la sécurité de ma maison, puis elle a fini par disparaître au bout de la route. Encore aujourd'hui, cette expérience me rend paranoïaque, et chaque fois que je vois une petite lumière rouge, je repense immédiatement à ce jour-là. La seule et unique expérience paranormale qui me soit jamais arrivée, et pourtant j'ai déjà joué plusieurs fois avec une planche de Ouija de manière volontairement provocante sans que presque rien ne se produise. Tout cela a eu lieu après l'incident que je vais raconter. J'avais environ 14 ans, un jeune adolescent. J'étais assis seul sur le canapé dans le sous-sol de la maison, en train de regarder la télévision. La pièce était familière, éclairée seulement par l'écran, et rien ne laissait présager quoi que ce soit d'anormal. Sans aucun avertissement, j'ai commencé à entendre un bourdonnement grave juste à ma gauche, à quelques centimètres de moi. Ce n'était pas un son venant de la télévision ni des murs. C'était trop proche. Au même instant, tous les poils du côté gauche de mon corps se sont dressés comme si quelque chose venait d'entrer dans mon espace immédiat. Je ne sais toujours pas comment j'ai trouvé le courage de bouger. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me suis levé lentement, j'ai fait quelques pas jusqu'à la télévision et je l'ai éteinte directement avec le bouton, sans utiliser la télécommande. Le bourdonnement était toujours là. Ensuite, j'ai marché jusqu'aux escaliers et je suis monté à l'étage, chaque marche me demandant un effort immense, comme si quitter la pièce allait déclencher quelque chose de pire. Pendant tout ce temps, une seule phrase tournait en boucle dans ma tête. Quelque chose est juste à côté de moi. Quelque chose est juste à côté de moi. Quelque chose est juste à côté de moi. Je ne voyais rien, je ne sentais aucun contact physique, mais la certitude était absolue. Arrivé en haut, j'ai allumé toutes les lumières du rez-de-chaussée et je suis resté debout un long moment, incapable de redescendre. Le bruit avait cessé net dès que j'avais quitté le sous-sol. Plus tard dans la soirée, j'ai vérifié la pièce avec quelqu'un d'autre. Tout était normal. Aucun appareil en marche, aucune source sonore identifiable. Je n'ai jamais vécu un autre événement de ce genre depuis. Rien d'aussi clair, rien d'aussi proche. En revanche, avec les années, j'ai commencé à faire des épisodes de paralysie du sommeil assez violents. Des réveils où je ne pouvais pas bouger, où j'avais l'impression d'être observé, où une présence semblait peser sur la pièce. Même si je sais ce que c'est sur le plan médical, une partie de moi ne peut pas s'empêcher de repenser à ce soir-là, dans le sous-sol, et de se demander si quelque chose ne m'a pas simplement laissé tranquille après s'être manifesté une seule fois. Je ne sais toujours pas si c'était quelque chose de paranormal ou simplement une situation extrêmement étrange, mais une nuit, en rentrant chez moi, je traversais un parc à pied. Il faisait sombre, presque désert, et je suivais un chemin étroit qui coupait le parc en deux.
En avançant, j'ai remarqué des chats. Pas un ou deux. Il y en avait beaucoup, une vingtaine au moins. Ils étaient tous allongés dans l'herbe, sur le ventre, parfaitement immobiles, disposés de chaque côté du chemin sur une trentaine de mètres. Ils formaient comme un couloir vivant. Aucun ne bougeait. Aucun bruit. Pas même un miaulement ou le frottement de l'herbe. Ils me regardaient tous. J'ai hésité à continuer, mais faire demi-tour aurait signifié rallonger énormément le trajet. J'ai donc avancé, en essayant de me convaincre que ce n'étaient que des animaux ordinaires. Dès que j'ai dépassé le premier chat, tout a basculé. D'un seul coup, ils ont tous commencé à hurler. Pas des miaulements normaux, mais des cris stridents, plaintifs, presque humains. Un vacarme synchronisé, comme si un signal invisible venait d'être donné. Le son résonnait dans tout le parc, rappelant une scène de film d'horreur. J'ai senti mon estomac se nouer et une peur primitive m'envahir. J'étais persuadé qu'ils allaient me sauter dessus. Je me suis mis à marcher plus vite, puis presque à trottiner, les yeux fixés droit devant moi. Les cris continuaient, m'encerclant, me suivant pas à pas. Aucun chat ne bougeait pourtant. Ils criaient sans se lever, sans avancer, comme s'ils étaient cloués au sol mais parfaitement coordonnés. Arrivé au niveau du dernier chat, les hurlements se sont arrêtés net. Pas progressivement. Instantanément. Le silence est retombé d'un coup, lourd et irréel. Je me suis retourné, le cœur battant à tout rompre. Tous les chats étaient de nouveau allongés sur le ventre, immobiles, silencieux, exactement comme avant. Aucun regard hostile. Aucun mouvement. C'était comme si rien ne s'était passé. Je suis resté là quelques secondes, incapable de comprendre ce que je venais de vivre. Puis un frisson m'a parcouru le dos et je suis reparti sans réfléchir, quittant le parc aussi vite que possible. Je n'ai jamais repris ce chemin la nuit après ça. La première est arrivée quand j'étais très jeune, j'avais 6 ans ou moins. J'avais passé la journée chez un ami à jouer avec lui et ses frères et sœurs. L'une de ses sœurs, que je n'avais jamais rencontrée auparavant, avait une malformation des mains qui faisait que chacun de ses doigts se terminait par de petites excroissances rondes, là où les doigts auraient normalement dû être. Comme c'était la première fois de ma vie que je voyais une condition de ce genre, cela me mettait très mal à l'aise de la regarder et j'en avais même peur. Cette nuit-là, je me suis réveillé en panique parce que mes mains me faisaient mal. J'ai baissé les yeux et j'ai vu que mes doigts avaient été remplacés par 10 petites excroissances rondes. Pris de panique, j'ai couru jusqu'à la porte de ma chambre où j'ai remarqué que, dans la lumière venant du couloir, mes doigts repoussaient lentement et de manière grotesque jusqu'à retrouver leur longueur normale, mais dès que je les ramenais dans l'ombre, ils redevenaient déformés. Je suis resté là un moment à regarder cela se produire. J'aurais pu mettre ça sur le compte d'un cauchemar, mais mon frère m'a demandé le lendemain matin pourquoi je me tenais debout dans l'encadrement de la porte de ma chambre la nuit précédente, donc je sais que cela s'est réellement passé. Plus tard, au début de l'âge adulte, j'ai découvert que je souffrais de terreurs nocturnes très vives, avec des hallucinations, lorsque je suis stressé. Mais celle-ci était tellement traumatisante que je me demande encore si elle est vraiment arrivée. La seconde, je ne peux absolument pas l'expliquer. J'étais seul à la maison un soir pendant les vacances de Thanksgiving. Mon oncle venant de Washington, un véritable cow-boy, était censé arriver en avion ce soir-là pour nous rendre visite pendant les fêtes. Alors que j'étais à l'étage dans ma chambre, j'ai entendu la porte reliant le garage s'ouvrir puis se refermer, puis le bruit caractéristique des éperons de bottes s'entrechoquant tandis que quelqu'un de corpulent marchait depuis la buanderie, traversait l'entrée et se dirigeait vers la salle de bain du rez-de-chaussée. J'ai ensuite entendu la porte se fermer fermement. Pendant une fraction de seconde, j'ai supposé que c'était mon oncle, avant de me rappeler que je devais aller le chercher à l'aéroport plusieurs heures plus tard. J'ai immédiatement appelé mes parents, qui étaient à un événement sportif, pour leur demander si l'oncle Monty était arrivé plus tôt que prévu. Quand ils m'ont répondu que non et m'ont demandé pourquoi, j'ai commencé à paniquer. J'ai fini par leur dire que j'étais juste confus et j'ai raccroché. Ensuite, j'ai attrapé un bâton que j'avais acheté à la Renaissance Fair, ce qui est assez ridicule, et je suis descendu lentement. En tournant le coin,
La porte de la salle de bain était fermée, exactement comme je l'avais entendu, mais quand je l'ai ouverte, la lumière était éteinte et il n'y avait personne à l'intérieur. Il n'y avait absolument aucune chance que j'ai imaginé ces bruits, donc j'ai vraiment l'impression d'avoir été témoin de quelque chose de paranormal cette nuit-là. J'ai aussi vécu d'autres choses vraiment inquiétantes dans cette maison, donc je crois fermement aux esprits. À l'université, j'avais un travail d'été dans un vieux théâtre situé dans une petite ville. C'était un lieu assez touristique et, comme beaucoup de théâtres anciens, il était entouré d'histoires de fantômes. Ce théâtre avait même été mentionné dans plusieurs livres de récits paranormaux et dans quelques émissions de télévision. J'y avais passé des mois entiers sans jamais rien vivre d'étrange, alors je considérais tout ça comme des légendes sans fondement, au même titre que les superstitions classiques du milieu du spectacle. Chaque matin, quand j'arrivais au travail, j'entrais par les portes principales du hall, puis je traversais l'allée centrale entre les rangées de sièges pour me diriger vers la scène. De là, je prenais l'escalier qui descendait au sous-sol où se trouvaient les loges et les bureaux. Je ne prenais jamais la peine d'allumer les lumières, même si la salle était plongée dans une obscurité presque totale. Il n'y avait pas de fenêtre et la seule lumière venait du faible éclat des panneaux de sortie. Je connaissais le chemin par cœur et, après des années passées à travailler dans des théâtres sombres, j'avais une très bonne vision nocturne. Un matin pourtant, tout a changé. Je suis entré comme d'habitude par le hall et je me suis arrêté juste avant de pénétrer dans la salle. Sans raison apparente, mon corps a refusé d'avancer. Une peur brutale m'a envahi. Regarder cette salle noire m'a donné la chair de poule. J'avais la gorge serrée et une envie irrationnelle de pleurer. Ce n'était pas une simple appréhension. C'était une certitude instinctive que quelque chose n'allait pas. Je suis resté là plusieurs secondes, immobile, à fixer l'obscurité. J'avais l'impression que si je faisais un pas de plus, quelque chose allait se produire. Pas une apparition claire, pas une attaque, mais une présence écrasante, comme si l'espace était occupé d'une manière que je ne pouvais pas voir. Finalement, j'ai reculé, je suis allé jusqu'au panneau électrique et j'ai allumé absolument toutes les lumières du théâtre, des balcons jusqu'à la scène. Ce n'est qu'une fois la salle entièrement éclairée que j'ai réussi à entrer. Rien d'étrange ne s'est produit ce jour-là. Aucune silhouette, aucun bruit, rien de concret. Pourtant, le malaise est resté. À partir de ce matin, je n'ai plus jamais traversé ce théâtre dans le noir. Chaque jour, sans exception, j'allumais toutes les lumières avant de faire un seul pas dans la salle, même si cela me faisait perdre du temps et attirait parfois des remarques amusées de mes collègues. Je n'ai jamais revécu cette peur aussi intensément, mais je n'ai jamais non plus retrouvé l'insouciance que j'avais avant. Après des mois passés à ignorer les histoires, une seule seconde avait suffi pour me faire comprendre pourquoi certains lieux finissent par se forger une réputation. Parfois, il n'y a rien à voir ni à entendre. Juste une certitude muette que l'on n'est pas vraiment seul. Quand j'étais un jeune adolescent, presque préadolescent, je rentrais de l'école à pied le long d'une route rurale bordée d'une forêt dense. Je suis passé devant l'une des deux cabanes de chasse délabrées visibles depuis la route. Elle n'avait plus été utilisée depuis le début du XXe siècle, à part comme lieu d'exploration populaire pour les enfants du coin. J'ai vu un groupe de 3 enfants qui semblaient légèrement plus âgés que moi et qui étaient habillés d'une manière que j'ai trouvée étrangement formelle. Je me souviens très clairement d'un nœud papillon rouge, et tous les 3 portaient des chemises habillées ou un chemisier. Il y avait 2 garçons et une fille. Je les ai regardés entrer dans la cabane. Les garçons semblaient inciter la fille à entrer. Elle résistait de façon enjouée, en riant, comme si c'était un jeu. Il n'avait rien de particulièrement inquiétant, mais j'étais intrigué, car je ne les connaissais pas et il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans les environs de l'endroit où je vivais. Je me suis donc approché de la cabane. Je ne pouvais pas être arrivé plus de 30 secondes après eux, en comptant même un bref moment d'hésitation du genre « est-ce que c'est bizarre ou dérangeant de ma part ?» Quand j'ai regardé à l'intérieur, l'endroit était vide. Il n'y avait qu'une seule pièce, pas de placard, pas de meubles derrière lesquels se cacher. Il y avait de vieux sommiers, mais le tissu avait pourri depuis longtemps. Il n'y avait ni grenier ni sous-sol. J'avais déjà vu l'espace sous la cabane auparavant.
Il n'y avait aucune autre sortie, à part une fenêtre étroite placée assez haut. Je doute sincèrement que les trois aient pu passer par là, encore moins dans un laps de temps aussi court. À l'époque, j'ai mis ça sur le compte de mon imagination. Plus tard, j'ai appris l'existence de 3 enfants qui vivaient dans la région plusieurs décennies auparavant. 2 garçons et une fille. Ils étaient connus pour explorer les vieilles cabanes, les cimetières familiaux et les grottes indiennes disséminées dans les bois alentours. Un jour, la fille a disparu après avoir dit à une amie qu'elle partait pour l'une de ses petites aventures. Les 2 garçons ont juré qu'ils ne l'avaient pas rencontrée ce jour-là. Sa disparition n'a jamais été élucidée. Je suis absolument certain que je ne connaissais pas cette histoire au moment où j'ai vu ces adolescents disparaître. Il y a quelques jours, je rentrais chez moi en voiture après mon cours de danse. Il était environ 21h15. Tout semblait parfaitement normal. Le glacier du coin était encore plein de monde et il y avait pas mal de circulation sur la route. Rien qui sorte de l'ordinaire. En roulant, j'ai remarqué que beaucoup de voitures quittaient progressivement la route principale pour s'engager dans des rues secondaires, tandis que je continuais tout droit vers chez moi. La route était une chaussée à 2 voies. Devant moi, légèrement sur la droite, se trouvait un SUV bleu tout à fait banal. Rien d'étrange. Pas de conduite agressive, pas de phare bizarre, rien qui attire l'attention. Ce tronçon précis de la route était connu pour être assez direct, sans beaucoup de possibilités de tourner. C'était justement pour ça que je n'ai pas prêté attention au véhicule. Je l'ai dépassé calmement, comme on dépasse n'importe quelle autre voiture. Quelques secondes plus tard, presque par réflexe, j'ai regardé dans mon rétroviseur. La voiture avait disparu. Il n'y avait aucun croisement à proximité, aucune entrée de parking, aucune rue où elle aurait pu s'engouffrer aussi vite. Elle n'était ni derrière moi, ni sur le bas-côté, ni plus loin sur la route. Juste, plus là. J'ai même jeté un coup d'œil rapide aux autres rétroviseurs, pensant avoir mal vu. Toujours rien. À partir de ce moment-là, quelque chose a changé. La route est devenue étrangement silencieuse. Plus de phares derrière moi. Plus de voitures en face. Même les lumières des commerces semblaient plus rares. J'avais l'impression d'être seul sur une route qui, d'habitude, restait animée jusque tard dans la soirée. J'ai commencé à ressentir un malaise diffus, une tension dans la poitrine sans raison précise. J'ai monté un peu le son de la radio pour briser le silence, mais même la musique me semblait étouffée, presque irréelle. Chaque feu de signalisation que je franchissais était vert, comme si le trajet voulait se terminer le plus vite possible. Quand je suis enfin arrivé près de chez moi, les voitures ont recommencé à apparaître, une par une, comme si rien d'anormal ne s'était produit. La circulation était redevenue normale. Trop normale. Mon mari et moi avons vécu pendant quelques années à Centerville, en Géorgie, dans une maison de plain-pied construite dans les années 1960. Elle avait un petit vide sanitaire sans isolation, avec de la terre, des toiles d'araignée, ce genre de choses. Elle avait aussi un grenier typique du Sud, essentiellement un petit espace où l'on peut à peine se tenir debout, avec des poutres en 2x4 et de l'isolation soufflée. Son seul but était de retenir la chaleur en été pour l'empêcher d'entrer dans la maison, et en hiver pour éviter qu'elle ne s'en échappe. Il y avait certaines choses un peu douteuses dans cette maison, mais en général faciles à ignorer. Juste des bizarreries, comme des impacts de balles dans une sorte de plaque métallique renforcée et bricolée qui couvrait la fenêtre de la porte arrière dans le garage. Des petits détails. Des particularités. Bref, mon mari m'avait souvent dit qu'il se réveillait la nuit en entendant des bruits étranges et très forts venant du grenier. Il disait que ça ressemblait à une grosse commode en bois qu'on traînerait sur un sol en bois dur, juste au-dessus de notre chambre. C'était bruyant, lourd et très net. Il m'a aussi raconté qu'un de nos chiens, un chien courant de Cataoula, se réveillait toujours à ce moment-là, sautait du lit et se dirigeait vers l'endroit d'où venait le bruit. Son poil se hérissait, ses épaules s'abaissaient et son regard se fixait sur le son. Il suivait ensuite le bruit lentement,
en silence, comme s'il le traquait pendant qu'il traversait la pièce. Il passait même directement sur le lit, sautant et marchant sur mon mari et moi tout en continuant à suivre le bruit sans un son. Quand le bruit atteignait finalement la porte de la salle de bain, à l'autre bout de la chambre, le chien s'asseyait, fixait le plafond et baissait lentement la tête, comme s'il observait quelque chose descendre du plafond. Puis il tournait doucement la tête vers la gauche, en direction d'une fenêtre de la salle de bain. À ce moment-là, son poil se calmait et il retournait prudemment se coucher. D'après mon mari, cela arrivait régulièrement. Mon mari m'a parlé de tout ça. Pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, j'ai pensé qu'il inventait tout pour me faire peur, comme une blague. Eh bien non. Une nuit, je me suis réveillé en entendant ce bruit de raclement extrêmement fort au-dessus de notre lit, exactement comme une lourde commode en bois qu'on ferait glisser sur un sol en bois. J'ai tendu la main pour secouer mon mari afin de le réveiller, mais il était déjà réveillé. Il m'a regardé et m'a dit « Regarde juste le chien ». Alors je l'ai fait. Et notre vieux chien a fait exactement ce que mon mari m'avait décrit auparavant. Le poil hérissé, il a sauté du lit, a suivi le bruit, s'est arrêté à la porte, a observé, a suivi la trajectoire du son, puis s'est détendu et est revenu se coucher. Mon mari m'a alors dit « Je te l'avais dit ». Commentaire de mon mari. J'avais vu ce sujet et j'avais pensé répondre, mais j'étais sur mon téléphone et je ne voulais pas tout taper. J'ai vu ma femme poster cette histoire et je voulais ajouter quelques détails. Au début, je pensais que le bruit venait de ratons laveurs ou d'un autre animal dans le grenier, alors j'ai enquêté pour voir s'il y avait un moyen pour quelque chose d'entrer. Je n'ai jamais rien trouvé. Les aérations du grenier étaient toutes en bon état, il n'y avait aucun trou ni ouverture. J'ai aussi cherché des planches ou quoi que ce soit qui aurait pu produire ce bruit au-dessus de la chambre. Il n'y avait rien. Juste des supports en 2x4 espacés et de l'isolation. J'avais fait toutes ces vérifications bien avant d'en parler à ma femme et bien avant qu'elle entende le bruit elle-même. Je suis content qu'elle l'ait finalement entendu, parce que quand je lui en parlais et que je lui disais à quelle fréquence ça arrivait, elle me regardait comme si j'étais fou. Et au passage, j'adorais ce chien. Il dormait à côté de moi dans le lit. On dormait collés. C'était un bon chien. Juste une précision avant de raconter l'histoire. Je ne crois absolument pas au paranormal. Je n'y croyais pas à l'époque et je n'y crois toujours pas aujourd'hui. Pour moi, tout a une explication logique, même quand elle n'est pas évidente. Un jour, un peu par provocation et par curiosité stupide, je suis allé dans un cimetière. Ce n'était pas un endroit isolé ou particulièrement effrayant, juste un cimetière comme un autre. Sur place, j'ai fait quelque chose que je prenais à la légère. J'ai parlé à voix haute et j'ai demandé aux esprits, si jamais il y en avait, d'entrer dans mon corps. Je ne m'attendais à rien. Pour moi, c'était une blague de mauvais goût, une expérience sans conséquence. Le lendemain, je suis allé travailler comme d'habitude. Tout semblait normal jusqu'au moment où une collègue est entrée dans la pièce. Elle se définissait elle-même comme chamane ou femme médecine. Ce genre de profil que je prenais déjà avec beaucoup de distance. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est figée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé ce qui n'allait pas chez moi. Je lui ai répondu qu'il n'y avait absolument rien. Elle a secoué la tête et m'a dit que ce n'était pas vrai. Selon elle, j'avais fait quelque chose que je n'aurais pas dû. Elle a affirmé qu'il y avait quelque chose autour de moi. Elle m'a dit de ne pas la toucher et de ne pas lui parler. Puis elle est sortie de la pièce sans ajouter un mot. Sur le moment, ça m'a surtout agacé. J'ai trouvé ça théâtral et ridicule. Pourtant, dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à me sentir mal. Pas un simple rhume. Une fatigue écrasante, des nausées, des maux de tête persistants. J'avais l'impression que mon corps fonctionnait au ralenti. Les médecins n'ont rien trouvé de particulier. Les analyses étaient normales. Plus la semaine avançait, plus je me sentais faible. Au bout d'un moment, malgré mon scepticisme, j'ai fini par aller la voir. Pas parce que je croyais à ces pratiques, mais parce que je n'avais plus rien à perdre.
Je lui ai raconté ce que j'avais fait au cimetière, presque avec honte, en me sentant idiot de mettre ces événements en relation. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit que j'avais ouvert quelque chose sans savoir comment le refermer. Elle a procédé à ce qu'elle appelait un nettoyage. Elle a utilisé des herbes, des poudres, des odeurs étranges. Rien de spectaculaire. Pas de transe, pas d'incantation dramatique. Juste un rituel calme et méthodique. Le lendemain, j'allais parfaitement bien. Plus de fatigue. Plus de nausées. Plus de maux de tête. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. La différence était tellement nette qu'elle en devenait dérangeante. Pas progressive. Instantanée. Malgré tout ça, je continue de penser que c'est probablement du hasard, un effet placebo puissant ou une coïncidence particulièrement mal placée. Je refuse toujours d'y voir quelque chose de surnaturel. Mais cette histoire continue de me mettre mal à l'aise quand j'y repense, justement parce que je n'arrive pas à la faire rentrer proprement dans une case rationnelle. Ma copine, elle, est à fond dans les trucs ésotériques, les énergies, les rituels et tout ce délire hippie. Je me moque gentiment d'elle. Mais au fond de moi, il y a une petite voix qui me rappelle qu'un jour, sans y croire une seule seconde, j'ai fait quelque chose que je n'aurais peut-être jamais dû faire, et que mon corps, lui, a réagi comme si c'était réel. Je jure sur tout ce que j'ai que c'est réellement arrivé. Je crois beaucoup au paranormal, mais pas vraiment à l'époque où cela s'est produit. C'est cet événement qui m'a fait y croire pleinement. J'habite dans l'Ouest, mais j'ai de la famille dans l'Illinois que je visitais pendant l'été. Je dormais chez ma meilleure amie, dans une maison presque vide, à part un canapé et quelques meubles laissés après leur déménagement. Ils en sont toujours propriétaires. Nous dormions quand c'est arrivé. Je me suis réveillé brusquement. J'ai regardé mon téléphone, il était 5 heures du matin. Une fois bien réveillé, c'est là que je l'ai entendu. Ça ressemblait à une sirène de tornade bloquée sur son niveau le plus bas. Un son monotone, constant, immobile. J'ai regardé mon amie, qui avait des écouteurs tellement forts que je pouvais les entendre. Elle a simplement hoché la tête et m'a dit « Je l'entends aussi ». Elle est venue s'asseoir près de moi et nous nous sommes serrés l'une contre l'autre pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Le bruit devenait de plus en plus fort, au point où j'ai cru que j'allais devenir sourde. Voici un détail important. À l'endroit où nous étions, la sirène de tornade la plus proche se trouvait à des kilomètres. On ne pouvait normalement l'entendre qu'à peine. Je te promets que ce n'était pas une sirène de tornade. En plus, le son venait de l'autre côté du mur, le mur extérieur. Le problème, c'est qu'il y avait environ 3 à 5 mètres de hauteur jusqu'au sol à cet endroit. Nous nous sommes tenus l'une contre l'autre jusqu'à ce que ça disparaisse. Cela a duré 2 heures. À 7 heures du matin, le bruit a commencé à s'éloigner, presque comme s'il marchait, et il s'est progressivement éteint. La mère de mon ami s'est réveillée et nous avons couru vers elle pour lui demander si elle avait entendu quelque chose. Elle n'avait rien entendu. Son frère s'est réveillé à son tour et nous lui avons posé la même question. Lui non plus. Plus tard, nous sommes sortis dehors. J'étais persuadé d'entendre encore ce bruit au parc, à 1 ou 2 kilomètres de là. Cela aurait pu être mon imagination. C'est aussi tout ce dont je me souviens de cette journée. Mon amie, elle, a oublié cet événement, même si je pense qu'elle l'a volontairement effacé de sa mémoire, car elle est très rationnelle et n'essaie pas d'expliquer ce qu'elle ne peut pas comprendre. En revanche, voici ce qu'elle m'a expliqué plus tard au sujet de ce qui s'est passé après. Elle m'a dit que plus tard dans la matinée, je suis tombé très malade, au point de devoir appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Je ne m'en souviens absolument pas et je n'ai aucune idée si c'est lié à ce que nous avons entendu. Il m'est arrivé d'autres choses paranormales, plutôt des histoires de fantômes que quelque chose qui pourrait ressembler à une créature étrange. Si ça intéresse quelqu'un, je peux les partager. Je ne sais pas si c'était paranormal ou simplement une coïncidence troublante, mais j'ai fait un rêve particulièrement dérangeant il y a quelques années, alors que je dormais chez mes grands-parents.
Pour situer un peu le contexte, leur maison est une très vieille ferme à la campagne. Elle est pleine de charme, mais on sent qu'elle a vécu. Avant que mes grands-parents s'y installent, le bâtiment a servi à plusieurs choses au fil des décennies. Dans mon rêve, mes grands-parents et moi étions dans le salon après avoir regardé un film. Tout semblait normal, banal même. Nous discutions tranquillement, puis nous nous sommes levés pour aller nous coucher. Nous avons éteint toutes les lumières de la maison une par une. À partir de ce moment, le rêve a pris une tournure étrange. Je ne vivais plus la scène de l'intérieur. J'avais l'impression de me voir moi-même, comme si j'étais un spectateur extérieur. Je me voyais aller me coucher, m'allonger dans le lit et m'endormir. Une fois que je m'étais endormi, le décor a changé. Je me suis retrouvé dans le salon, désormais plongé dans l'obscurité totale. La pièce était vide, silencieuse. Puis, lentement, les meubles ont commencé à bouger. Pas brutalement. Très doucement, comme si quelque chose les poussait de l'intérieur. Les portes des placards se sont entr'ouvertes. Le canapé s'est légèrement soulevé. Les rideaux ont frémi. De partout dans la pièce, de petits enfants sont apparus. Ils sortaient des placards, rampaient hors de dessous le canapé, glissaient depuis derrière les rideaux. Il y en avait environ une douzaine. Ils étaient tous très maigres, très petits, avec une apparence presque stéréotypée de films d'horreur. La peau pâle, les yeux cernés de noir, des visages fatigués, trop sérieux pour des enfants. Ils ne criaient pas. Ils ne couraient pas. Ils se déplaçaient calmement, comme s'ils connaissaient parfaitement les lieux. Dans le rêve, je comprenais instinctivement ce qui se passait. La maison leur appartenait pendant la nuit. Dès que les humains dormaient, ils sortaient. Ils jouaient silencieusement, occupaient les pièces, existaient pleinement jusqu'au lever du soleil. Quand l'aube arrivait, ils retournaient se cacher dans les meubles pour attendre la nuit suivante. Ce n'était pas un rêve violent ni bruyant, mais une atmosphère lourde, triste, profondément dérangeante. J'avais le sentiment qu'il n'était pas mauvais. Juste coincé. Oublié. Condamné à répéter la même nuit encore et encore. Je me suis réveillé mal à l'aise, avec cette impression persistante que le rêve avait été trop précis, trop cohérent pour être totalement inventé. Pourtant, je n'y ai pas trop repensé sur le moment. Quelques jours plus tard, au détour d'une conversation, mon oncle m'a raconté quelque chose sans savoir ce que j'avais rêvé. Il m'a expliqué que la maison de mes grands-parents avait autrefois servi d'orphelinat, autour des années 1930. Il a mentionné des enfants, beaucoup d'enfants, et une époque difficile marquée par la pauvreté et les maladies. Quand il a dit ça, j'ai senti un frisson me parcourir. Je ne lui avais jamais parlé de mon rêve. Je ne connaissais pas l'histoire de la maison avant cette conversation. Pourtant, les images de ces enfants sortant des meubles me sont revenues instantanément. Je ne sais pas si le rêve venait simplement de mon imagination, influencé inconsciemment par l'âge de la maison, ou si mon cerveau a assemblé les pièces après coup. Je ne dis pas que c'était quelque chose de surnaturel. Mais je sais que ce rêve m'a profondément marqué. Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais à mon cousin. C'était il y a des années. Nous avons une maison familiale dans une province des Philippines que nous appelons la Maison Blanche parce qu'elle est censée être hantée. Dans la culture philippine, les fantômes sont tous blancs. S'ils sont d'une autre couleur, ce sont des démons. Bref, je ne me souviens plus exactement pourquoi nous étions là, mais je me rappelle que c'était l'heure du dîner. Notre oncle a donc demandé à mon cousin d'aller réveiller sa mère qui dormait à l'étage. Mon cousin, appelons-le Jared, ne voulait pas monter parce qu'il savait que c'était là que se trouvaient les fantômes. Mon oncle lui a alors dit « C'est comme tu veux, ta mère ne pourra pas manger alors. » Jared s'est mis à s'inquiéter que sa mère ne puisse pas dîner. Il est donc monté par l'escalier vieux et branlant et est entré dans la première des 3 chambres. Il a vu sa mère allongée sous la couverture et s'est approché pour la secouer afin de la réveiller. Avant même de poser les mains sur la couverture, il a entendu une voix l'appeler « Jared ». Il s'est retourné brusquement et a vu sa mère debout dans l'embrasure de la porte.
Lorsqu'il a regardé de nouveau le lit, la couverture était complètement à plat. Quand je travaillais dans un centre de traumatologie, j'ai vu beaucoup de choses difficiles à expliquer. Mais il y en a une qui me revient toujours en tête plus que les autres. Une femme est arrivée aux urgences complètement ivre, inconsciente, impossible à réveiller. Un cas banal. Nous l'avons installée dans un lit, pris ses constantes, fait tout ce qui était possible en attendant qu'elle se réveille et puisse répondre aux questions. Pour ce type d'admission liée à l'alcool, le protocole prévoyait aussi un électrocardiogramme afin de vérifier que son état n'était pas lié à un problème cardiaque. Nous étions seuls tous les deux dans la chambre, la porte ouverte sur le couloir. Je préparais l'examen quand, sans aucun signe avant-coureur, elle s'est redressée d'un coup. Elle m'a fixé droit dans les yeux, avec un regard incroyablement lucide, comme si elle était parfaitement consciente de tout. D'une voix calme et très claire, elle a dit « Tu penses à démissionner ?» C'était vrai. J'étais malheureux dans mon travail et je songeais sérieusement à quitter le milieu médical. Personne au travail n'était au courant. Sur le moment, trop surpris pour mentir, je lui ai répondu que oui. Elle a alors continué « Tu ne peux pas arrêter. Les gens ont besoin de personnes comme toi. Moi aussi j'ai besoin de personnes comme toi. Tu comprends des choses que d'autres ne voient pas. » Avant même que je puisse répondre ou poser la moindre question, elle s'est allongée de nouveau. Son corps est redevenu mou, son visage vide de toute expression, exactement comme à son arrivée. J'ai vérifié ses constantes, pensant à une réaction étrange ou à un effet de l'alcool, mais tout était identique à avant. Elle est restée non réactive pendant plusieurs heures. Lorsqu'elle s'est enfin réveillée, elle ne se souvenait absolument pas d'être venue à l'hôpital. Elle était confuse, gênée, et ne comprenait pas pourquoi elle se trouvait là. Elle n'a jamais mentionné notre échange, et quand je lui ai posé quelques questions générales, elle n'a montré aucun signe de lucidité particulière. Je n'ai jamais su quoi penser de ce moment. Ce n'était peut-être rien de surnaturel. Peut-être une coïncidence, peut-être mon esprit qui cherchait du sens. Pourtant, quelque chose dans son regard et dans la précision de ses paroles me trouble encore aujourd'hui. Il y avait comme une étincelle, quelque chose qui dépassait le simple hasard. Divin, peut-être. Je n'en sais rien. Quand je raconte cette histoire, je l'appelle toujours la voyante ivre. Et même des années plus tard, je repense souvent à ces mots quand le doute revient. Celui-ci en particulier, parmi les nombreux que j'ai vécus, est important parce que c'est le plus récent et qu'il a été observé par plusieurs personnes en même temps. Je jouais dans une pièce de théâtre dans un théâtre communautaire local. Avant le début du spectacle, ou vers la fin d'un entracte, il est normal qu'un membre de l'équipe technique, le plus souvent le régisseur ou l'assistant à la mise en scène, passe la tête dans les loges pour dire combien de temps il reste avant la reprise. Le lieu où je joue ne possède qu'une seule loge, donc hommes et femmes l'utilisent en même temps, ce qui est assez courant au théâtre. Nous étions tous assis en train de discuter quand le régisseur ouvre la porte pour annoncer qu'il reste 2 minutes. L'un des gars a pensé que quelqu'un utilisait l'une des 2 salles de bain de la loge, puisque l'autre était clairement vide. Il a donc frappé à la porte et a dit « 2 minutes ». Au moins 5 d'entre nous, moi, le gars qui a frappé et environ 3 autres, avons clairement entendu une voix féminine répondre de l'intérieur « Merci » de. Après encore une trentaine de secondes, comme personne ne sortait, il a frappé à nouveau puis ouvert la porte, et il n'y avait absolument personne à l'intérieur. Il n'y a aucune fenêtre dans cette salle de bain, et une seule porte qui donne directement sur la loge, où nous nous tenions tous. De plus, cette voix avait clairement cette résonance étouffée et légèrement écho que l'on s'attend à entendre dans une pièce carrelée avec la porte fermée. Le gars qui a frappé insiste sur le fait que la voix venait bien de l'intérieur de la salle de bain. Non seulement il était juste à côté de la porte, mais en plus ce n'est pas quelqu'un qui croit au paranormal. Une fois, j'étais chez un ami avec un petit groupe, nous étions 3 en tout. Je devais rester tout le week-end, alors j'avais apporté beaucoup d'affaires, comme si je m'installais temporairement chez lui. Vers 22h,
nous avons décidé de commander des pizzas et de regarder quelques films. Tout se passait normalement quand, soudain, la boîte aux lettres intégrée à la porte d'entrée s'est mise à bouger. Elle claquait légèrement. Nous avons tous pensé que c'était le vent et nous n'y avons pas prêté attention. La pizza est arrivée vers 22h30 et nous avons commencé à manger. En plein milieu du repas, la boîte aux lettres a recommencé à bouger. Cette fois, le bruit était plus net. J'ai senti un malaise monter, alors je me suis levé et j'ai ouvert la porte pour vérifier. Il n'y avait absolument personne devant la maison. Le pire, c'est qu'il n'y avait aucun vent. Les arbres ne bougeaient pas, l'air était complètement calme. À ce moment-là, nous avons tous commencé à être vraiment mal à l'aise. Nous avons décidé de rester éveillés, pensant que le problème finirait par s'arrêter. Mauvaise idée. Vers 3 heures du matin, la boîte aux lettres s'est remise à claquer, mais cette fois beaucoup plus fort et de plus en plus souvent. Le bruit résonnait dans toute la maison et on aurait dit que quelqu'un frappait délibérément de l'extérieur. Pris par la peur et sans vraiment réfléchir, j'ai dit à voix haute, « Qui que tu sois, si quelqu'un vit dans cette maison avec nous, fais bouger la boîte aux lettres 3 fois. » Je ne m'attendais pas du tout à une réponse. Pourtant, presque immédiatement, la boîte aux lettres a claqué 3 fois, lentement et distinctement. À partir de ce moment-là, plus personne n'a parlé. Nous sommes restés assis, figés, à écouter le moindre bruit. Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. Le matin venu, nous avons inspecté la porte, la boîte aux lettres, les alentours de la maison, sans rien trouver qui puisse expliquer ce qui s'était passé. La morale de cette histoire, c'est que si tu prévois de dormir chez un ami et que quelque chose te paraît étrange, commence par vérifier toutes les explications possibles. Et si malgré tout rien ne colle, alors tu peux être sûr qu'il y a peut-être quelque chose qui ne devrait pas être là. J'étais localisateur de réseau et je travaillais souvent en équipe avec mon père. Pour repérer une conduite de gaz entre la canalisation principale et la maison, il faut brancher l'équipement au compteur de gaz. Dans beaucoup de maisons anciennes, le compteur se trouve au sous-sol. Parfois, c'était moi qui descendais brancher l'équipement pendant que mon père localisait la conduite à l'extérieur. Ce jour-là en particulier, nous sommes arrivés devant une maison dont le compteur était au sous-sol. Je suis allé frapper à la porte et le propriétaire m'a indiqué l'escalier qui descendait au sous-sol. Je suis descendu et j'ai vu le compteur de gaz dans un coin, entouré de 2 murs, comme un placard sans porte. Derrière le compteur, il y avait un vieux vide sanitaire, à mi-hauteur du mur en parpaing. Il n'y avait aucune lumière dans cet espace. Au moment où je suis entré dans cette sorte de placard, j'ai entendu ce que je ne peux décrire que comme un grognement démoniaque venant du vide sanitaire. Je suis ressorti immédiatement et j'ai appelé mon père. Sans vouloir paraître effrayé, je lui ai simplement dit que j'avais besoin d'une lampe torche. Il a raccroché. Je suis resté devant l'entrée et j'ai juste passé le bras pour brancher l'équipement à l'aveugle. Mon père est ensuite descendu avec la lampe torche. Au moment où il a passé la porte pour voir si j'avais réussi à brancher l'équipement dans le noir, le même grognement démoniaque est sorti du vide sanitaire. Il a failli me renverser en essayant de reculer tellement vite. Il m'a tendu la lampe torche et est ressorti aussitôt. Je suis resté là, immobile, à pointer la lampe vers le vide sanitaire, avec la sensation très nette que quelque chose m'observait. Mon père m'a appelé pour me dire qu'il avait terminé dehors. J'ai attrapé l'équipement aussi vite que possible et je suis sorti de là en vitesse. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était ni un chien, ni un raton laveur, ni quoi que ce soit que j'ai déjà entendu avant ou depuis. La seule façon dont je peux décrire ce grognement, c'est démoniaque. Quand j'avais 12 ans, mon chien Lizzie, qui avait à peu près le même âge que moi à l'époque, est tombée gravement malade. Nous l'avons emmenée chez le vétérinaire et nous avons appris qu'elle avait une tumeur agressive dans l'abdomen, qui grossissait très vite. Son état se dégradait de jour en jour. Elle faisait des sortes de crises, vomissait souvent et semblait épuisée en permanence. Elle n'était plus la chienne vive qui me suivait partout dans la maison. Ma mère m'a proposé de rester à la maison le lendemain si je le voulais. Elle savait à quel point j'étais attaché à Lizzie.
J'ai pourtant décidé d'aller à l'école, pensant que cela m'aiderait à penser à autre chose. Mon petit frère a fait le même choix. Ma grande sœur, elle, a préféré rester à la maison avec ma mère. Ce matin-là, nous sommes tous montés dans la voiture avec Lizzie. Elle était installée à l'avant, sur les genoux de ma sœur. Elle respirait lentement et semblait fatiguée, mais elle a quand même levé la tête quand je l'ai regardée. En arrivant à l'école, je suis sorti de la voiture et, juste avant qu'elle ne reparte, je me suis approché de la fenêtre. Je lui ai donné un baiser sur la tête. Au fond de moi, j'avais peur de ne plus jamais la revoir. Toute la journée, je n'ai pensé qu'à elle. Je regardais l'horloge sans arrêt et je me demandais ce qu'elle faisait à ce moment précis. Vers midi, juste après le déjeuner, j'étais en cours de mathématiques. J'étais assis à mon bureau, en train de prendre des notes pendant que la prof expliquait comme d'habitude. Sans aucun avertissement, j'ai ressenti une douleur brutale dans la poitrine, comme un coup direct au cœur. Ce n'était pas une douleur physique normale, c'était autre chose. À cet instant précis, j'ai su que Lizzie était partie. J'ai eu l'impression très claire qu'elle était avec moi, comme si elle s'était levée une dernière fois sur mes genoux. C'était une sensation de chaleur et de tristesse mélangées, comme un adieu silencieux. J'ai eu du mal à me concentrer le reste de la journée. Je me sentais vide, mais étrangement calme, comme si quelque chose avait déjà été accepté sans que j'aie eu besoin de mots. Quand je suis rentré à la maison, ma mère et ma sœur m'ont raconté ce qui s'était passé. Elles avaient passé la journée avec Lizzie, l'avaient emmenée se promener, lui avaient donné ses friandises préférées et étaient restées avec elle jusqu'au bout. Elle l'avait ensuite conduite chez le vétérinaire, où elle avait été endormie paisiblement. L'heure correspondait presque exactement au moment où j'avais ressenti ce choc en classe. Je sais que cela peut paraître un peu cliché, mais c'est l'expérience la plus étrange et la plus inexplicable que j'ai vécue. J'ai toujours eu l'impression que Lizzie était venue me dire au revoir, à sa manière, avant de partir pour de bon. Une nuit, mes parents, mes frères et sœurs et moi étions dans la salle de bain en train de nous brosser les dents et de nous préparer à aller dormir. Notre chien était simplement allongé près des escaliers. Soudain, elle a dû entendre quelque chose bouger, parce qu'elle s'est levée, a marché jusqu'à la chambre de ma petite sœur et s'est figée sur place. Il n'y avait pourtant rien dans cette chambre à part les meubles qu'elle connaissait déjà. La porte était grande ouverte et la pièce était plongée dans le noir complet, mais mon chien a complètement paniqué. Elle s'est mise à aboyer comme une folle, les dents sorties, le poil hérissé, et elle reculait lentement en gardant les yeux fixés sur ce qu'elle regardait. Ma famille et moi nous sommes regardés, complètement perplexes. Mon père, qui est très sceptique sur ce genre de choses, a rappelé le chien, est entré dans la chambre et a allumé la lumière. Bien sûr, il n'y avait rien. Inutile de dire que ma sœur hésitait beaucoup à dormir là, mais mon père lui a dit d'arrêter ses bêtises, alors elle y est allée quand même. Notre chien, qui dort normalement toujours à côté de son lit, est resté cette nuit-là bien sagement à la porte. Nous avons ensuite un peu oublié cet incident. Rien ne s'est reproduit et notre chien semblait lui aussi être passé à autre chose. Quelques jours plus tard, mes jeunes frères et sœurs dormaient, tandis que mes parents et moi regardions la télévision en bas. Tout à coup, ma sœur a dévalé les escaliers en pleurant, complètement terrorisée, en disant que quelqu'un frappait sur son lit. Ma mère et moi avons été un peu effrayés, surtout en repensant à l'épisode avec le chien, mais nous ne voulions pas aggraver les choses. Nous lui avons donc dit que ce n'était sûrement rien et elle est finalement retournée se coucher, mais seulement après que ma mère l'abordait. Quelques jours ont encore passé. Cette fois, nous étions tous déjà au lit. Ma sœur dormait et je pense que mes parents aussi, mais j'entendais mon frère bouger dans sa chambre et éteindre son ordinateur, donc je savais qu'il était encore réveillé. J'étais allongé sur le ventre, tourné dos à la porte, en train de faire défiler mon téléphone quand, tout à coup, j'ai senti quelqu'un pousser au bout de mon lit, ce qui l'a fait bouger. C'était tellement réel que, sur le moment, j'étais convaincu à 100% que c'était mon frère qui essayait de me faire peur. J'ai simplement dit d'arrêter et j'ai continué à regarder mon téléphone sans même me retourner. Cela s'est reproduit. J'ai dit la même chose, un peu plus agacé. Puis c'est arrivé encore une fois.
Là, je me suis retourné brusquement, prête à lui crier dessus, mais il n'y avait absolument personne. Je me suis figé. J'ai serré mes couvertures contre moi et mon cœur battait à tout rompre. Je me demandais quoi faire, si je devais appeler mon frère ou sauter hors du lit et courir vers la porte. J'imaginais des scénarios horribles où je serais traîné dans les escaliers, et j'étais terrorisé à l'idée de bouger. Et puis c'est devenu encore plus flippant. Alors que j'étais allongé là à réfléchir, quelqu'un a frappé sous mon matelas, sous le lit. Cela s'est produit 3 fois, et c'était assez fort pour faire bouger le matelas. C'est à ce moment-là que j'ai enfin repris mes esprits. Quand je dis que j'ai sprinté, je veux dire que j'ai couru comme si j'étais aux Jeux Olympiques. J'ai quitté ma chambre en courant, j'ai appelé mon frère, réveillant tout le monde, et j'étais complètement en panique. Mon père a inspecté la chambre pour moi, comme quand j'avais 6 ans, et j'ai finalement dormi dans la chambre de mon frère sur un matelas de secours. Je ne sais toujours pas ce qui a pu provoquer ça, et je n'ai vraiment pas envie de le découvrir. Après la mort de mes grands-parents, ma petite amie de l'époque, qui est aujourd'hui ma femme, et moi avons emménagé dans leur maison. L'idée était de la rénover progressivement pour la vendre. Nous y avons vécu environ 2 ans et, pendant cette période, beaucoup de choses étranges se sont produites. Tout a commencé avec la télévision. Presque toutes les nuits, aux alentours de 2 heures du matin, elle s'allumait toute seule. L'écran affichait uniquement de la neige, mais le volume était extrêmement fort. Je descendais systématiquement pour l'éteindre, pensant au début à un simple dysfonctionnement. Le plus troublant, c'est que nous avons toujours cette télévision aujourd'hui, et depuis que nous avons quitté cette maison il y a 5 ans, elle ne s'est jamais rallumée toute seule. Un autre jour, ma compagne était assise tranquillement sur le canapé. Sans prévenir, elle a sursauté et m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait senti quelqu'un lui caresser le dos, lentement, comme une main bien réelle. Elle était seule dans la pièce. En voyant son visage, j'ai compris qu'elle n'inventait rien. Une autre fois encore, elle passait l'aspirateur en haut de l'escalier. D'un coup, elle a senti une poussée dans le dos. Elle a failli tomber, mais a réussi à s'agripper à la rambarde juste à temps. Elle est restée figée quelques secondes, persuadée que quelqu'un venait de la pousser. Personne n'était là. Nous entendions aussi très souvent des bruits de pas dans la maison. Des pas lourds qui montaient et descendaient l'escalier, parfois la nuit, parfois en pleine journée. À chaque fois que nous allions vérifier, il n'y avait rien. La maison était vide, silencieuse, comme si elle n'avait jamais bougé. Le dernier événement, celui après lequel plus rien ne s'est jamais reproduit, est de loin le plus marquant. J'étais en train de cuisiner. Le four se trouvait juste à côté de la fenêtre de la véranda, ce qui me permettait de voir à l'intérieur. La porte de la véranda était à droite de la cuisinière, avec une vitre opaque. Ma compagne discutait avec moi quand elle s'est brusquement interrompue. Paniquée, elle m'a dit, « Quelqu'un vient de passer devant la porte. » Comme je voyais l'intérieur de la véranda à travers la fenêtre, j'ai rigolé et pensé qu'elle s'était trompée. Mais elle insistait, certaine de ce qu'elle avait vu. Pour la rassurer, j'ai ouvert la porte, allumé la lumière. Il n'y avait absolument rien. Plus tard dans la soirée, alors que nous allions nous coucher, je faisais le tour de la maison pour vérifier que tout était bien fermé. Je suis entré dans la véranda, suivi par le chat. J'ai vérifié la porte du fond, elle était verrouillée. J'ai tendu la main pour éteindre la lumière, puis je me suis arrêté net. Le chat est devenu fou. Il s'est mis à feuler, le poil hérissé, puis à détaler hors de la véranda en panique. À ce moment précis, l'ampoule a explosé. Le verre s'est brisé partout et la pièce est devenue complètement sombre. Presque aussitôt, quelque chose m'a percuté violemment à l'épaule. J'ai été projeté en arrière et j'ai heurté le mur de tout mon dos. La seconde d'après, je me suis retrouvé à la porte du salon. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Je n'ai aucun souvenir du trajet. Ma compagne était assise et me regardait, terrorisée. Elle m'a dit, « Est-ce que ça va ? Tu es devenu tout blanc. » Apparemment, j'avais couru dans le salon et je m'étais arrêté net à l'entrée.
Je lui ai raconté ce que j'avais vécu. Elle m'a simplement répondu, « Je t'avais dit que j'avais vu quelque chose. » Je suis retourné dans la véranda pour nettoyer le verre, malgré la peur. Il n'y avait plus rien d'anormal. Après cette nuit-là, plus aucun phénomène ne s'est produit. Pourtant, mon épaule et mon dos m'ont fait souffrir pendant plus d'une semaine. Quand j'ai raconté tout cela à ma mère, elle m'a surpris. Elle avait grandi dans cette maison et m'a confié qu'elle y avait elle aussi vécu des choses étranges. Des bruits, des présences, des sensations difficiles à expliquer. Ce qui est troublant, c'est que sur les 7 personnes de la famille qui y avaient vécu, seule elle, ma compagne et moi avions remarqué ces phénomènes. Puis elle m'a raconté ce qui se passait quand j'avais 2 ou 3 ans, dans la toute première maison où j'ai vécu. Selon elle, c'était encore pire que ce que nous avions vécu là. Des choses bien plus inquiétantes. Je n'en ai aucun souvenir, mais après tout ce que j'ai vécu plus tard, je ne peux pas m'empêcher de penser que certaines personnes sont peut-être simplement plus sensibles que d'autres. Donc, à l'époque du lycée, je me suis retrouvé plus ou moins sans domicile pendant un certain temps. J'ai dû dormir sur le canapé de mon amie Kate, dans son sous-sol. Ce n'était pas très confortable, mais c'était mieux que de dormir dans ma voiture, du moins c'est ce que je pensais. Une nuit, je me suis réveillé en pleine nuit avec envie d'aller pisser. Je me suis levé d'un bond du canapé et j'ai vu une silhouette sombre, maigre, d'environ 3 mètres de haut, qui se tenait juste au-dessus de moi. Il faut savoir que la pièce était complètement plongée dans le noir, et pourtant cette chose était si sombre que je pouvais distinguer clairement sa forme. J'ai ressenti une pourriture intérieure et une terreur intense, avec la sensation qu'elle me regardait droit dans les yeux. J'ai cligné des yeux et elle a disparu. J'ai appelé mon autre ami Andrew pour lui demander si je pouvais dormir chez lui et je suis parti de là immédiatement. Quelques mois plus tard, je vivais de nouveau chez mes parents et Kate m'a invité à venir dormir chez elle pour passer du temps ensemble. Je lui ai demandé si je pouvais venir avec un autre ami, Ethan. Ethan est venu avec son chien et nous sommes tous descendus dans ce même sous-sol où j'avais vu la chose. Le chien a immédiatement pété un câble dès qu'il est descendu. Il courait partout et aboyait sans arrêt. Ethan ne comprenait pas pourquoi son chien réagissait comme ça et s'excusait en disant qu'il ne savait pas ce qui lui prenait. Mais Kate et moi, on savait. On savait exactement ce qui se passait. On a alors expliqué à Ethan ce que j'avais vu et que ce n'était pas juste une hallucination ou un hasard. Ethan a alors eu l'idée que nous devrions chercher un objet ou quelque chose dans le sous-sol auquel cette entité pourrait être liée. Après environ 2 heures de recherche, nous n'avions rien trouvé. On a commencé à se dire que c'était peut-être la maison elle-même. C'est à ce moment-là qu'Ethan a remarqué quelque chose. Un ensemble de punaises plantées dans le mur selon un motif vraiment étrange. Kate a alors dit d'attendre, en suggérant que peut-être cela essayait de nous dire quelque chose. Il était alors 3 heures du matin et nous avons commencé à chercher à quels alphabets ou systèmes ce motif pouvait correspondre. Finalement, nous avons découvert que c'était du morse. J'ai fini par traduire le message en morse et cela a donné des coordonnées. L'endroit indiqué n'était même pas à 40 minutes de route. C'était un terrain de volley-ball. Une fois que nous avons compris ce que représentaient les punaises, le chien d'Ethan s'est enfin calmé et l'oppression et la peur qui nous envahissaient se sont dissipées. Nous n'avons jamais découvert ce qu'il y avait réellement. Mais franchement, il y avait quelque chose de profondément malsain dans ce putain de sous-sol. Une fois, j'ai posé mes doigts sur une planche de Ouija. Au début, je n'ai rien ressenti d'étrange. Puis, au bout de quelques minutes, les doigts en contact avec la planche ont commencé à me piquer légèrement. La sensation a empiré progressivement, jusqu'à devenir une chaleur nette, comme si j'avais touché quelque chose de brûlant. Quand j'ai retiré mes doigts, la peau était rouge et sensible, semblable à une brûlure du 1er degré. Ce n'était pas douloureux au point de crier, mais assez pour être inquiétant. Sur le moment, j'ai mis ça sur le compte de l'imagination ou de la pression, puis j'ai fini par oublier l'épisode. Avec le recul, je me dis que faire ça au milieu d'une zone boisée, isolée, n'était clairement pas une bonne idée. Il y a une autre histoire, encore plus étrange.
Elle peut sembler inventée, mais c'est exactement comme je m'en souviens. J'ai vécu ce qui ressemblait à un épisode de paralysie du sommeil, sauf que je me sentais presque totalement réveillé. Je pouvais bouger mes bras et mes jambes, mais impossible de me redresser dans mon lit. Mon corps fonctionnait à moitié. Mes émotions étaient complètement mélangées. Je me sentais à la fois triste et pris d'un rire nerveux, sans raison claire. L'épisode a duré longtemps, environ 15 à 20 minutes. Je le sais parce que je fixais l'horloge dans ma chambre et je voyais les minutes passer. Je pouvais seulement me tourner légèrement d'un côté à l'autre. Pendant ce temps, j'ai remarqué que l'endroit de la chambre où se trouvait la porte devenait de plus en plus sombre, comme si l'ombre gagnait du terrain lentement. En regardant sur le côté de mon lit, j'ai vu une femme debout. Elle portait une tenue qui ressemblait à celle d'une nonne. Elle tenait un livre ouvert, mais les pages étaient complètement blanches. Elle les tournait frénétiquement, encore et encore, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouvait pas. Plus je la regardais, plus la panique montait. J'ai commencé à demander de l'aide à voix haute. À ce moment-là, j'ai ressenti très clairement que quelque chose approchait de l'autre côté de la porte, malgré le fait qu'elle soit verrouillée. Ce n'était pas un bruit précis, mais une sensation de présence qui se rapprochait. Je ne pouvais rien faire pour l'arrêter, ni pour m'enfuir. Puis, aussi brusquement que c'était arrivé, tout s'est arrêté. J'ai retrouvé un contrôle normal de mon corps et la chambre est redevenue exactement comme avant. La femme avait disparu. La lumière était normale. La porte n'avait pas bougé. Ce qui rend cette expérience encore plus troublante, c'est ce qui a suivi. Pendant les 2 ou 3 jours suivants, mon jardin avant était envahi de corbeaux. Il y en avait partout, sur le sol, dans les arbres voisins, sur le toit. Facilement une 50aine, peut-être plus. Ils restaient là pendant des heures, silencieux ou à croasser, avant de s'envoler et de revenir plus tard. Puis, comme ils étaient apparus, ils ont disparu, et tout est redevenu normal. Je ne sais toujours pas ce que tout cela signifiait. Je n'ai jamais trouvé d'explication qui me satisfasse vraiment, et c'est peut-être ça le plus dérangeant. Juste pour que les choses soient claires, je ne crois pas aux fantômes et je n'y ai jamais cru, mais cette expérience m'a fait réfléchir à ce que pourraient être les fantômes s'ils existaient vraiment. C'était il y a environ 6 ans. Il faut savoir que je vis en Norvège et qu'en hiver il fait nuit très tôt. Ma famille, quelques cousins et moi dînions chez mes grands-parents. Après le dîner et plusieurs heures à discuter, un de mes cousins et moi avons décidé de rentrer à pied chez lui, car ils habitent à environ 20 minutes de là. À un moment, nous avons dû passer devant une église et un cimetière qui étaient presque sans éclairage. Mon cousin a dit que ce serait beaucoup plus rapide de traverser le cimetière plutôt que de le contourner, alors sans vraiment réfléchir, nous avons commencé à le traverser. Environ 20 mètres après le portail, j'ai eu l'impression que quelqu'un se trouvait près de moi, mais je n'entendais rien et je ne voyais personne, ce qui m'a rendu un peu paranoïaque. J'ai commencé à regarder autour de moi, mais il n'y avait personne. Puis j'ai regardé derrière moi et j'ai vu un homme debout devant une tombe. J'ai compris que c'était cette personne que j'avais ressentie, et je n'ai pas réagi tout de suite pendant que nous faisions quelques pas, tout en continuant à le regarder. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'homme aurait dû bloquer la lumière d'un des rares lampadaires présents, mais je pouvais voir la lumière directement à travers lui. Je pense que c'est la seule fois de ma vie où j'ai vraiment eu peur, ou peut-être même où j'ai été terrifié. Comme n'importe qui l'aurait fait, j'ai demandé à mon cousin s'il voyait l'homme debout derrière nous. Il ne s'est même pas retourné et a simplement dit que c'était juste un homme qui passait un moment avec quelqu'un qu'il connaissait. J'ai essayé de lui expliquer, mais il était clair qu'il n'avait aucun intérêt à regarder. J'ai fini par abandonner et nous avons quitté le cimetière sans qu'il ne se passe autre chose. Je ne sais pas s'il a vu la même chose que moi et s'il a eu peur lui aussi, ou s'il a simplement vu un homme normal. Il a peut-être aussi pensé que j'essayais de lui faire peur. Quoi qu'il en soit, ça m'a terrifié, mais d'une manière ou d'une autre, mon cousin a réussi à me calmer et nous sommes arrivés chez lui sans encombre. Je vivais autrefois dans une très vieille maison, au bout d'une route de campagne,
dans le comté de Wicklow en Irlande. Beaucoup de choses étranges s'y produisaient, mais ce qui est arrivé ce soir-là reste, encore aujourd'hui, la chose la plus troublante que j'ai vécue. J'avais environ 9 ou 10 ans. J'étais à la maison avec ma mère, assis devant la télévision. Mon petit frère dormait déjà à l'étage et mon père était en déplacement professionnel. La soirée était calme, sans rien de particulier. À un moment, ma mère m'a dit qu'elle allait se coucher. Elle m'a demandé de finir mon émission, puis de monter me coucher à mon tour. Elle a aussi insisté pour que je vérifie que la porte d'entrée était bien fermée avec le verrou de sécurité avant d'aller dormir. Je me souviens être resté sur le canapé, la télévision allumée. Je devais être fatigué, parce que la suite est floue. Je n'ai pas l'impression de m'être endormi normalement. Mon souvenir suivant, c'est une sensation étrange, comme si je reprenais conscience d'un coup. Ce n'était pas un réveil, plutôt comme sortir brutalement d'un état de transe. J'étais dehors, devant la porte d'entrée. Il faisait nuit. Je pleurais et je sonnais à la porte de façon frénétique, sans vraiment comprendre pourquoi j'étais là. J'étais terrifié. Je ne savais pas comment j'avais quitté la maison, ni depuis combien de temps je me trouvais dehors. J'avais juste la certitude que quelque chose n'allait pas. Au bout d'un moment, ma mère est descendue, alertée par la sonnerie. Quand elle m'a vu à travers la vitre, elle a immédiatement ouvert la porte et m'a fait entrer. En ouvrant, elle a dû enlever le verrou de sécurité, celui qu'elle m'avait demandé de vérifier plus tôt. Un verrou qui, normalement, ne peut absolument pas être fermé de l'extérieur. Rien que ça aurait dû être impossible. Elle m'a pris dans ses bras, m'a calmé, m'a demandé ce qui s'était passé. Je n'avais aucune réponse. Je ne savais pas quoi dire. Elle a refermé la porte, remis le verrou, puis m'a accompagné jusqu'à mon lit. J'étais encore en état de choc, mais l'épuisement a fini par prendre le dessus. Environ 20 minutes plus tard, la sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, ma mère et moi sommes descendus ensemble. Par la fenêtre, on voyait des lumières bleues clignoter sur la route. Quand nous avons ouvert la porte, il y avait la police et une ambulance. Les agents nous ont expliqué qu'ils avaient reçu un appel une vingtaine de minutes plus tôt. Un homme avait téléphoné en disant qu'il allait se suicider. Il avait donné notre adresse exacte. Ma mère, complètement bouleversée, leur a assuré qu'il n'y avait qu'elle et ses 2 enfants dans la maison, et qu'aucun appel n'avait été passé. Les policiers ont vérifié rapidement l'intérieur, posé quelques questions, puis sont repartis, visiblement aussi troublés que nous. Nous sommes remontés nous coucher, incapables de trouver le sommeil. La maison semblait différente après ça. Plus lourde, plus silencieuse. Ce qui rend l'histoire encore plus inquiétante, c'est que notre maison était isolée. Il n'y avait que très peu d'habitations sur cette route, et aucune autre ne portait le même nom ni la même adresse. Aujourd'hui encore, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dehors, ni qui a passé cet appel. Je sais seulement que ce soir-là, quelque chose s'est produit dans cette maison, quelque chose qui n'a jamais trouvé d'explication. Quand j'étais enfant, je me retrouvais parfois seul à la maison. Un soir, en regardant par la fenêtre, j'ai remarqué des lumières qui se déplaçaient dans une prairie à environ 500 mètres de chez nous. Elles rebondissaient doucement, apparaissaient puis disparaissaient, sans suivre un trajet clair. Intrigué et un peu inquiet, j'ai appelé mes parents pour leur demander s'ils savaient ce que cela pouvait être. Ils m'ont répondu que c'était sûrement des motoneiges au loin et m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Malgré leur réponse, quelque chose me dérangeait. J'ai ouvert la porte d'entrée pour écouter. La nuit était totalement silencieuse. Aucun moteur, aucun bruit lointain, pas même le vent. Juste un calme anormal. Cette absence de son m'a donné une sensation étrange, comme si l'air lui-même était figé. J'ai alors décidé d'aller chercher l'appareil photo pour prendre des clichés, persuadé que cela m'aiderait à comprendre ce que je voyais. Après ça, mes souvenirs deviennent flous. Je sais que je suis revenu près de la porte, mais tout le reste de la nuit semble avoir disparu de ma mémoire, comme si quelqu'un avait effacé une partie du film. Il ne reste qu'une image, un instant figé dans ma tête.
Je me vois debout près des escaliers menant à la porte d'entrée, la lumière faible, presque irréelle. Devant moi se tenait une petite silhouette humanoïde grise. Elle était très petite, avec une tête beaucoup trop grande pour son corps. Ses yeux étaient énormes, complètement noirs, avec des reflets très nets et brillants, comme ceux d'une araignée quand la lumière les touche. Il n'y avait aucune expression humaine sur son visage, juste cette présence silencieuse et écrasante. Cette image est d'une clarté troublante, bien plus nette que n'importe quel autre souvenir de cette période. Chaque fois que j'y pense, j'en ai encore des frissons. C'est tellement cliché que je n'en parle presque jamais, même aujourd'hui, parce que moi-même j'aurais du mal à y croire si quelqu'un d'autre me le racontait. Bien plus tard, j'ai regardé l'appareil photo. La carte mémoire contenait 15 photos prises ce soir-là. Tout était entièrement noir, sans forme, sans lumière, comme si l'objectif avait photographié le vide. Je n'ai aucune explication pour ce qui s'est passé cette nuit-là. Il ne me reste qu'un trou dans ma mémoire, une image gravée dans mon esprit, et le sentiment persistant que j'ai vu quelque chose que je n'aurais peut-être jamais dû voir. À une époque, j'avais un tapis de course installé au sous-sol. Un soir, je me suis endormi sur le canapé à l'étage, comme ça m'arrivait parfois. En pleine nuit, un bruit m'a tiré du sommeil. Ce n'était pas un son normal de maison qui craque. C'était régulier, mécanique, de plus en plus clair à mesure que je me réveillais. Je suis descendu au sous-sol pour vérifier. En arrivant en bas, j'ai vu le tapis de course en train de fonctionner à pleine vitesse. La bande défilait rapidement, comme si quelqu'un venait de lancer un entraînement intense. Le plus terrifiant, c'est qu'il était éteint. L'écran était noir. Il n'était même pas branché à une prise. Je suis resté figé quelques secondes, incapable de comprendre ce que je voyais. Puis, par réflexe et avec le cœur qui battait à tout rompre, j'ai tiré sur le cordon de sécurité, celui qui arrête la machine si on s'éloigne trop. Aussitôt, le tapis s'est arrêté net, comme s'il n'avait jamais bougé. Le silence est retombé d'un coup. Je suis resté là, tremblant, à fixer la machine. Je n'ai trouvé aucune explication logique. Je suis remonté à l'étage sans éteindre les lumières et je n'ai pas réussi à me rendormir avant longtemps. Quand j'avais environ 11 ans, j'étais allongé sur le canapé avec ma mère en train de regarder un film. Je ne me souviens plus du tout du film, seulement de l'ambiance calme de la soirée. À un moment, je me suis endormi sans m'en rendre compte, à moitié contre le dossier du canapé. Environ 1 heure plus tard, je me suis réveillé brusquement. Au moment précis où j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une fille penchée au-dessus du canapé. J'étais allongé face au dossier et elle regardait vers le bas, directement dans ma direction. Elle avait les cheveux noirs et un sourire beaucoup trop large pour être normal. Son visage était couvert de sang, comme s'il avait été brisé, avec des marques et des griffures un peu partout. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ma mère était toujours là, assise au même endroit, concentrée sur le film, comme si rien d'anormal ne se trouvait juste à côté d'elle. J'étais complètement paralysé. Je n'arrivais pas à bouger ni à parler. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. J'ai cligné des yeux par réflexe et, en une fraction de seconde, la fille avait disparu. La peur est montée d'un coup. J'avais envie de pleurer, mais je n'osais pas bouger. J'ai fermé les yeux de toutes mes forces, je me suis recroquevillé en boule et j'ai fini par m'endormir à nouveau, épuisé par la panique. Plus tard, j'ai essayé d'en parler à mes amis. Aucun ne m'a cru. Certains ont dit que c'était un rêve, d'autres que j'avais imaginé ça en me réveillant. Leur réaction m'a fait douter de moi-même et cet événement m'a laissé une trace profonde. Pendant longtemps, j'ai eu peur de m'endormir dans le salon et j'évitais de regarder le dossier du canapé quand il faisait sombre. La deuxième chose étrange s'est produite dans ma chambre, alors que j'étais en appel avec un cousin ou un ami. Nous parlions normalement quand, en plein milieu d'une phrase, j'ai vu un poids en caoutchouc de 5 livres posé au sol, près de la porte, commencer à bouger. Il s'est balancé d'avant en arrière pendant 1 seconde ou 2, puis tout s'est arrêté. J'ai reculé instinctivement, persuadé qu'il y avait une explication logique.
J'ai regardé autour de moi. Aucune fenêtre n'était ouverte, la ventilation était fermée, et l'objet était trop lourd pour être déplacé par un simple courant d'air. J'ai immédiatement raconté ce que je voyais à la personne au téléphone, mais comme c'était le 1er avril, personne ne m'a pris au sérieux. J'ai vérifié le sol, touché le poids, et essayé de le faire bouger de la même manière, sans succès. Cette sensation de ne pas être cru m'a laissé un malaise difficile à décrire. La dernière expérience est peut-être la plus troublante. J'étais dans le salon, extrêmement ennuyé, à regarder la télévision sans vraiment suivre ce qui passait à l'écran. Pour passer le temps, j'ai eu une idée stupide. J'ai commencé à me concentrer sur un fauteuil à bascule, en me demandant si, par hasard, je pouvais le faire bouger par la pensée. Je me suis fixé dessus pendant plusieurs secondes, sans cligner des yeux. Au début, rien ne se passait. Puis le fauteuil a commencé à se balancer doucement, d'avant en arrière. J'ai immédiatement regardé autour de moi pour vérifier s'il y avait une explication. Toutes les fenêtres étaient fermées, il n'y avait aucune ventilation à proximité, et personne d'autre dans la pièce. Le mouvement a duré quelques instants avant de s'arrêter comme s'il n'avait jamais existé. Cette histoire n'est pas la mienne, mais celle de ma mère. Elle me l'a racontée plusieurs fois au fil des années. Son frère est mort dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre. L'homme a grillé un feu rouge et a percuté violemment son véhicule. L'impact a sectionné la veine jugulaire de mon oncle. Il a perdu énormément de sang et est décédé sur le trajet vers l'hôpital. La famille n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. Sa mort a laissé un vide immense, surtout pour ma mère qui était très proche de lui. Quelques semaines après l'enterrement, ma mère dormait dans son lit quand elle s'est réveillée en pleine nuit. Elle n'était pas confuse. Elle disait être parfaitement consciente, dans cet état étrange où l'on sait que l'on est éveillé. Au pied de son lit, elle a vu une lumière anormalement intense. Ce n'était pas une lumière qui éclairait la pièce, mais quelque chose de concentré, presque vivant. Peu à peu, cette lumière a pris une forme humaine. Ensuite, cette forme s'est transformée en son frère. Il était là, debout, exactement comme elle se souvenait de lui. Il l'a regardé avec douceur et lui a souri. Puis il lui a parlé. Il a dit son prénom et lui a demandé de lui promettre qu'elle resterait toujours quelqu'un de bien et qu'elle n'abandonnerait jamais, quoi qu'il arrive. Ma mère, encore sous le choc, lui a répondu qu'elle le promettait. Il lui a alors dit qu'il l'aimait. Après ces mots, son corps a commencé à se dissoudre lentement, redevenant cette lumière brillante, jusqu'à disparaître complètement. La pièce est redevenue silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Quand ma mère raconte cette histoire, elle insiste toujours sur le fait que cela devait être un rêve très vif. Elle est profondément sceptique et refuse d'y voir quelque chose de paranormal. Pourtant, elle admet que cette expérience l'a marquée à vie. Après cette nuit, elle dit avoir trouvé une force qu'elle n'avait pas avant. Dans les moments difficiles, elle repensait souvent à cette promesse qu'elle avait faite. Ce qui rend cette histoire encore plus difficile à accepter, c'est ce qui est arrivé au conducteur responsable de la mort de son frère. Selon ma mère, il n'a été condamné que pour conduite en état d'ivresse. Il a continué à conduire malgré la suspension de son permis. Il a provoqué plusieurs autres accidents liés à l'alcool, environ 6 d'après ce qu'elle se souvient. Au total, il aurait causé la mort de 3 personnes, dont une petite fille de moins de 5 ans. Finalement, lors de son dernier accident, il est mort lui aussi. Je ne me souviens plus exactement comment, seulement que sa propre imprudence a fini par le rattraper. Ma mère m'a dit qu'il était l'homme le plus détesté de la ville où elle vivait. Chaque fois qu'il sortait de prison, il recommençait. Les gens savaient qui il était. Ils savaient ce qu'il avait fait. Et pourtant, il a fallu des années et plusieurs morts pour que tout s'arrête. C'est l'unique chose qui me soit arrivée que je n'arrive vraiment ni à expliquer ni à rationaliser. Je suis très proche de mon grand-père. Il a toujours été comme un père pour moi, surtout pendant une période de ma vie où je vivais presque chez mes grands-parents.
Il s'occupait de moi au quotidien et j'ai grandi avec sa présence constante. Même adulte, ce lien est resté très fort. Il y a environ 2 ans, j'étais allongé dans mon lit avec ma petite amie et je me suis endormi normalement. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé brutalement à cause d'un cauchemar très intense. Dans ce rêve, quelque chose de grave arrivait à mon grand-père. La sensation était différente des mauvais rêves habituels, plus réelle, plus lourde. Ma petite amie s'est réveillée en même temps que moi, ce qui est rare, car je dors profondément et je fais presque jamais de cauchemars. Encore sous le choc, j'ai regardé l'heure. Il était exactement 3 heures du matin. J'ai essayé de me rendormir, mais le malaise ne me quittait pas. Le reste de la nuit a été agité, avec des réveils fréquents et une impression constante que quelque chose n'allait pas. Vers 6h30, j'ai finalement abandonné l'idée de dormir et j'ai pris mon téléphone. C'est là que j'ai vu un message de ma mère envoyé à 5h du matin. Elle me disait que mon grand-père avait été hospitalisé. Mon cœur s'est immédiatement serré. Je l'ai appelé sans attendre. Elle m'a expliqué que mon grand-père était tombé en allant aux toilettes pendant la nuit et qu'il s'était cassé l'épaule. Il est très âgé et déjà fragile à cause de la maladie de Parkinson, ce qui rendait la situation encore plus inquiétante. Après avoir raccroché, j'ai appelé ma grand-mère. Je lui ai raconté mon cauchemar, encore troublé, et je lui ai demandé si elle savait à quelle heure exactement mon grand-père était tombé. Sans hésiter, elle m'a répondu que cela s'était produit vers 3h du matin. En entendant ça, j'ai senti un frisson me parcourir. Tout correspondait trop précisément pour être une simple coïncidence. Je suis resté longtemps assis, incapable de penser à autre chose. Je n'avais aucun moyen de savoir ce qui se passait à ce moment-là, et pourtant mon esprit s'était réveillé au même instant que l'accident. Depuis ce jour, je repense souvent à cette nuit. Je ne sais pas si c'était une intuition, un lien émotionnel profond ou quelque chose que je ne comprends pas encore. Quoi qu'il en soit, c'est un événement qui continue de me hanter, et je doute de trouver un jour une explication qui me satisfasse vraiment. Je pense qu'il y avait le fantôme d'une petite fille dans une maison où j'ai vécu à West Atlanta. Un jour d'été, j'étais seul à la maison. Je suis sorti puis je me suis rendu compte que j'avais oublié mes lunettes de soleil. Je suis rentré rapidement pour les chercher. En fouillant, un peu agacé, j'ai dit à voix haute, je les avais juste là. Immédiatement, une petite voix chantante, moqueuse, a répété exactement la même phrase, je les avais juste là. Le ton était clair, enfantin, presque comme une taquinerie. Sans réfléchir, j'ai répondu à voix haute, et je n'en ai pas besoin. Puis je suis sorti de la maison aussi vite que possible, le cœur battant. Quelques semaines plus tard, un autre événement m'a encore plus marqué. J'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Mon fils de 4 ans regardait une émission dans le salon. Je pouvais le voir entièrement depuis la cuisine et nous étions seuls à la maison. À un moment de l'épisode, le personnage de Wyatt a demandé « Comment tu t'appelles ?» Et là, j'ai entendu très distinctement une voix répondre « Angèle ». C'était net, proche, sans écho. Mon fils n'a pas bougé. Il n'a rien dit, n'a pas réagi, n'a même pas détourné les yeux de l'écran. J'ai continué à cuisiner comme si de rien n'était. Je n'étais pas vraiment terrifié, plutôt surprise. Une partie de moi trouvait presque la situation absurde. Après tout, si un fantôme traînait dans la maison, il semblait apprécier les programmes pour enfants. D'autres choses étranges se sont produites avec le temps. Un jour, une ampoule du lustre de la salle à manger s'est retrouvée dévissée et posée soigneusement sur la table, à environ 1 mètre de là. Personne ne l'avait touchée, et il aurait fallu monter sur une chaise pour l'atteindre. Une autre fois, des foulards que j'avais simplement accrochés à un crochet dans ma chambre se sont retrouvés noués ensemble. Seuls des adultes pouvaient les atteindre. Mon mari a juré qu'il n'y était pour rien. Je l'ai cru, surtout parce qu'il était lui-même visiblement perturbé par ce qui se passait. Quand j'étais à l'université, ma colocataire et moi regardions un soir un documentaire sur les exorcismes dans le salon de notre appartement.
Elle étudiait les neurosciences et, pendant le film, elle m'expliquait toutes sortes de théories scientifiques. Selon elle, ce que les gens prenaient pour des possessions pouvait s'expliquer par des troubles neurologiques, des crises, des phénomènes psychologiques extrêmes. Elle parlait avec assurance, presque avec passion, en démontant chaque idée paranormale une par une. Au milieu de son explication, sans aucun avertissement, une bouteille de vin en verre a volé du dessus du réfrigérateur et s'est écrasée sur le sol. Elle était posée tout au fond, contre le mur, dans un endroit où personne ne l'avait touchée depuis des semaines. Elle n'est pas simplement tombée. Elle a clairement été projetée vers l'avant. Le plus étrange, c'est qu'elle ne s'est même pas cassée. Elle a rebondi et roulé sur le carrelage dans un bruit assourdissant. Nous sommes restés figés quelques secondes, le cœur battant. Puis, nerveusement, nous avons essayé de rationaliser. Peut-être des vibrations, peut-être mal placées, peut-être un hasard incroyable. On a ri un peu, plus pour se rassurer que par réelle conviction, et on a repris le documentaire. Elle a continué à parler, encore plus déterminée à prouver que rien de tout ça n'était surnaturel. Quelques minutes plus tard, quelque chose d'encore plus étrange s'est produit. Le ventilateur au plafond, équipé de 3 ampoules séparées qui ne fonctionnaient pas sur le même circuit, s'est éteint d'un coup. Les 3 lumières se sont éteintes exactement au même moment. La pièce est devenue sombre instantanément. Nous avons vérifié aussitôt. Les 3 ampoules avaient grillé. En même temps. Ce qui, en théorie, ne devait pas arriver. Cette fois, nous n'avons pas ri. Le silence est devenu lourd. On a commencé à se sentir observé, sans pouvoir dire pourquoi. Plus aucun mot ne sortait naturellement. Le documentaire continuait à jouer en fond, mais il nous était impossible de nous concentrer. Après quelques minutes de panique silencieuse, nous avons attrapé nos clés et quitté l'appartement pour la nuit, sans vraiment en parler. Quand j'avais environ 8 ans, ma famille était en vacances. Nous logions dans un hôtel que je n'avais jamais vu auparavant. Un soir, je prenais une douche pendant que mes parents étaient dans la chambre. L'eau coulait fort et je me sentais en sécurité, enfermé dans la salle de bain. Soudain, j'ai senti très clairement quelqu'un me toucher dans le dos, comme un doigt appuyant brièvement mais volontairement. J'ai crié immédiatement, persuadé que l'un de mes parents essayait de me faire une blague. J'ai tourné la tête vers la porte, mais elle était toujours fermée. Je n'ai entendu aucun pas, aucun bruit de poignée, rien. Personne n'était entré et personne n'était sorti. Je suis resté figé quelques secondes avant de couper l'eau et d'ouvrir la porte moi-même. Mes parents étaient assis tranquillement, visiblement surpris par mon cri. Ils m'ont assuré qu'ils n'avaient pas quitté la chambre. Même après leurs explications, je sentais encore l'endroit exact où j'avais été touché, comme si la sensation refusait de disparaître. Après cet épisode, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise dans les salles de bain, sans vraiment comprendre pourquoi. Les années suivantes, d'autres choses étranges se sont produites, toujours dans ce type d'endroit. Une fois, chez moi, j'ai entendu mon prénom chuchoter alors que j'étais seul devant le lavabo. Une autre fois, le miroir s'est couvert de buée alors que personne n'avait utilisé d'eau chaude. Avec le temps, j'ai remarqué que tous mes événements possiblement paranormaux avaient un point commun. Ils se produisaient toujours dans des salles de bain, comme si ces lieux attiraient quelque chose ou servaient de passage. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qui m'a touché ce jour-là à l'hôtel, mais cette sensation précise et inattendue est restée gravée dans ma mémoire. Le souvenir est un peu flou parce que cela s'est produit il y a très longtemps. J'étais dehors avec des amis, nous sautions sur un trampoline dans un jardin par une journée tout à fait normale. Nous rions, chacun essayant de sauter plus haut que les autres, quand à un moment précis j'ai levé les yeux vers le ciel. C'est là que je l'ai vu. Un énorme cube couleur bronze flottait lentement dans les airs. Il ne tournait pas et ne faisait aucun bruit. Il avançait calmement, comme s'il suivait une trajectoire invisible. Pendant quelques secondes, j'ai oublié de sauter et je suis resté à le regarder, complètement stupéfait. J'ai immédiatement crié pour attirer l'attention de mes amis et leur montrer ce qui se trouvait au-dessus de nous.
Ils ont levé la tête, mais n'ont rien vu. Certains ont ri, d'autres ont pensé que je plaisantais ou que j'avais le soleil dans les yeux. Leur réaction m'a fait douter de moi-même. J'ai commencé à penser que j'avais imaginé la chose, que mon esprit m'avait joué un tour. Le cube a continué à avancer avant de disparaître derrière les arbres, toujours sans bruit ni changement de vitesse. Je me sentais mal à l'aise, comme si quelque chose d'important venait de se produire sans que je puisse le comprendre. Nous avons continué à jouer, mais je n'arrivais plus à me concentrer et je regardais sans cesse le ciel. Un peu plus tard, alors que je n'en parlais presque plus, une de mes amies s'est approchée de moi. Elle m'a dit à voix basse qu'elle l'avait vu elle aussi, mais qu'elle avait eu peur de le dire devant les autres. À ce moment-là, j'ai ressenti à la fois un soulagement et une inquiétude profonde. Je n'étais pas fou, mais cela voulait dire que cette chose avait réellement existé. Nous séjournions dans une maison historique, dans l'ancienne aile réservée autrefois aux jeunes filles, précisément dans la chambre numéro 6. J'avais environ 10 ou 11 ans et personne ne m'avait dit que cette maison était réputée hantée. Pour moi, ce n'était qu'un grand bâtiment ancien, impressionnant mais silencieux. Il n'y avait qu'une seule autre famille dans toute la maison, qui était immense, et ils logeaient dans une aile complètement opposée, au rez-de-chaussée, très loin de nous. La nuit était déjà bien avancée quand quelque chose d'étrange a commencé. Vers 11 heures, j'ai entendu des pas courir dans les escaliers situés à l'étage au-dessus, dans la partie principale de la maison. Les pas montaient et descendaient sans arrêt, avec une énergie inquiétante, comme si quelqu'un jouait ou fuyait quelque chose. Tout le monde dans notre chambre dormait et je savais que personne ne pouvait être debout à cette heure-là. J'ai essayé de me convaincre que c'était le vieux bâtiment qui craquait, mais le rythme était trop régulier pour être naturel. Puis, exactement à minuit, tout s'est arrêté d'un coup. Le silence est devenu lourd, presque oppressant. C'est à ce moment-là que j'ai entendu une voix de petite fille. Elle semblait venir de la chambre elle-même, comme si elle se tenait tout près de nous. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait, mais elle répétait la même phrase 3 fois, toujours avec le même ton, calme et enfantin. Plus j'écoutais, plus la peur me paralysait. Terrifié, j'ai appelé ma mère. Elle s'est réveillée immédiatement et, avant même que je puisse lui expliquer, son visage a changé. Elle entendait la voix elle aussi. Quelques instants plus tard, mon frère s'est réveillé à son tour. À peine avait-il ouvert les yeux que nous avons entendu une chaise grincer dans la chambre, comme si quelqu'un était assis dessus et sautait doucement de haut en bas. Aucun de nous n'osait bouger, de peur d'attirer l'attention de ceux qui semblaient nous observer. Au milieu de la nuit, mon frère s'est réveillé en sursaut sur le sol. Il était tombé du lit sans savoir comment, comme s'il avait été poussé. Le lit n'était pas haut, mais la chute était étrange, trop nette pour être accidentelle. Il jurait ne pas s'être retourné dans son sommeil. À partir de ce moment-là, personne n'a réussi à se rendormir. Le lendemain, l'atmosphère de la maison me paraissait différente. Les couloirs semblaient plus froids et les escaliers que j'avais entendus la veille donnaient une impression de malaise. Plus tard, j'ai appris que la famille qui avait vécu dans cette maison avait eu une jeune fille, morte de manière tragique. Personne n'a jamais précisé ce qui lui était arrivé, mais tout semblait soudain prendre sens. Cela m'est arrivé entre la fin de l'année 2009 et le début de 2010. J'avais 20 ans à l'époque, et la mère de mon enfant et moi vivions dans un quartier très défavorisé de ma ville natale, Bâton Rouge en Louisiane. Le quartier s'appelait Gardère, pour ceux qui connaissent le sud de Bâton Rouge. Nous avions pris un appartement de 2 chambres au 2e étage parce que nous étions jeunes, sans argent et honnêtement naïfs quand j'y repense aujourd'hui. Dès que j'ai commencé à emménager nos affaires, j'ai ressenti un très mauvais pressentiment. Quelque chose n'allait pas dans cet appartement. Ce n'était pas une pensée précise, plutôt une sensation lourde qui me collait à la peau. J'ai ignoré ce sentiment parce que, très simplement, nous n'avions pas d'autre solution. L'appartement était en mauvais état. Il y avait plusieurs impacts de balles dans les murs du salon. Le tapis du salon et de la chambre principale était couvert de grandes taches brun rouillé. Le propriétaire nous a dit que si nous voulions installer un lave-linge et un sèche-linge,
il faudrait le prévenir pour que les conduits du sèche-linge soient nettoyés à fond. J'avais trouvé ça étrange, surtout vu l'état général de l'appartement et le quartier violent qui l'entourait. Sur le moment, je n'ai pas posé de questions. Je n'ai jamais été quelqu'un qui faisait des cauchemars, et je me souvenais rarement de mes rêves. Pourtant, dès les premières nuits dans cet appartement, j'ai commencé à faire les rêves les plus vivants et les plus terrifiants de toute ma vie. En parallèle, je me suis mis à somnambuler, chose qui ne m'était pas arrivée depuis que j'étais enfant. Chaque jour passé là-bas, l'atmosphère de l'appartement devenait plus lourde, plus oppressante. Curieusement, cela ne s'imposait pas d'un coup. C'était progressif, presque insidieux. Ma compagne et moi avons commencé à changer sans vraiment nous en rendre compte. Nous étions plus irritables, plus froids l'un envers l'autre. Des disputes éclataient pour des choses insignifiantes. Des silences pesants s'installaient là où il n'y en avait jamais eu auparavant. L'appartement semblait nous épuiser. Environ 3 semaines après notre emménagement, quelque chose d'encore plus grave s'est produit. Un après-midi, j'ai soudain réalisé que je n'étais plus vraiment aux commandes de moi-même. Ma conscience était là, comme assise sur le siège passager. Je voyais tout, j'entendais tout, mais je n'avais plus le contrôle de mes paroles ni de mes actes. Quelque chose utilisait mon corps comme une marionnette. Pendant presque 5 jours entiers, je n'ai eu aucun pouvoir sur ma propre vie. J'assistais à mes propres actions sans pouvoir les empêcher. C'était une terreur absolue. La seule chose qui semblait m'aider était de me concentrer sans relâche sur l'idée de reprendre le contrôle. Je passais mes journées entières à essayer de parler intérieurement, à tenter de former des mots. Je me forçais à imaginer des figures saintes, peu importe la religion. Jésus, Mahomet, Bouddha, tout ce qui pouvait représenter une force opposée à ce qui m'habitait. Un jour, sans prévenir, j'ai repris le contrôle. C'était comme si on m'avait violemment rejeté dans mon propre corps. Je suis allé voir ma compagne et j'ai éclaté en sanglots. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais été si distant, si agressif, si différent de l'homme qu'elle connaissait. Quand elle a compris que j'étais sincère, elle a eu peur. Elle m'a alors raconté ce qu'elle vivait de son côté. Elle faisait elle aussi des cauchemars extrêmement réalistes. Elle voyait des silhouettes sombres se déplacer dans l'appartement la nuit, surtout dans le couloir et près de la chambre. 2 ou 3 semaines plus tard, un autre événement a définitivement scellé notre décision de partir. J'étais allongé dans le lit, essayant de m'endormir, pendant que ma compagne dormait profondément depuis plusieurs heures. Soudain, elle a sursauté, a commencé à se débattre comme si quelqu'un l'attaquait, tout en parlant. Elle parlait clairement, comme si elle était parfaitement éveillée. Elle disait à quelque chose qu'elle ne l'accepterait pas, que cette chose n'était pas la bienvenue dans notre maison, et qu'elle n'avait pas peur. Puis elle a commencé à manquer d'air. Je tentais désespérément de la réveiller. Pris de panique, je me suis souvenu de mes origines cajun créoles et amérindiennes, et du fait que je gardais toujours de la sauge chez moi. J'ai couru au salon, j'ai pris la sauge et je l'ai répandue sur elle. Instantanément, l'attaque a cessé. Elle s'est réveillée d'un coup. Autour de son cou, il y avait de larges empreintes de mains qui devenaient déjà violettes et gonflées. Nous n'avons pas tardé à quitter cet appartement après cela. Environ 1 mois plus tard, en regardant les informations du soir, j'ai entendu parler d'un père de famille de bâton rouge envoyé dans un hôpital psychiatrique d'État après avoir massacré sa femme et ses 3 enfants. Le reportage expliquait qu'il avait abattu sa femme et son fils de 14 ans dans le salon, puis étranglé ses 2 filles jumelles de 5 ans. Ensuite, il avait placé leur corps dans le sèche-linge et l'avait mis en marche. Il affirmait avoir agi sous l'influence d'un démon puissant qui lui avait dit que c'était la seule solution. Pendant le reportage, l'écran a montré brièvement le coin supérieur gauche de la façade d'un immeuble. L'adresse est apparue. 2256 Anna Marie Drive, quartier de Gardère. Mon sang s'est glacé instantanément. C'était notre immeuble. La mère de mon enfant est restée figée, puis a commencé à sangloter silencieusement avant de s'évanouir. Depuis ce jour, je suis convaincu qu'il existe des choses dans ce monde qui relèvent du bien et du mal, de la lumière et de l'obscurité, du visible et de l'invisible. Je ne suis pas religieux, et avant cette expérience,
j'étais plutôt sceptique face au paranormal. Aujourd'hui, je sais que certaines portes, une fois ouvertes, laissent entrer des choses qui ne partent pas facilement. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.